Madame, Monsieur, bonjour à tous. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle semaine sur les antennes Equinox Télévision à l'occasion de 10-12 le Zénith. Comme la tradition le veut, nous vous retrouvons tous les lundis, mardis, mercredis, jeudi et vendredi et nous partageons ces moments de plaisir avec vous. Vous le savez également, nous décryptons, nous analysons, nous essayons de toucher l'information où elle se situe et on tente avec vous de comprendre l'efficacité ou encore les éléments conséquents qui peuvent bien évidemment l'entourer. Question évidente ce matin, Monseigneur Samuel Cléda soigne-t-il le coronavirus? Est-ce que finalement on a un protocole qui a été attribué au Cameroun et qui donnerait raison aujourd'hui au Cameroun de soigner le coronavirus? Qu'est-ce qui se passe effectivement à l'évêché? On en saura certainement dans les jours à venir ce qui va en sortir, puisque le Monseigneur Samuel Cléda a accepté de faire savoir qu'il a mis en place un protocole qui permet évidemment de soigner le coronavirus. Les Camerounais seront-ils épargnés ou pas? Conscients également de ce qui se passe en ce moment du côté de Madagascar ou même encore du côté de la RDC. Il est évident qu'une solution africaine doit être trouvée afin de crédibiliser justement les différentes thèses qui laissent à comprendre qu'au Cameroun ou encore en Afrique, à travers justement la pharmacopée, on peut soigner évidemment le Covid-19. En tout cas, ce matin, vous, madame, messieurs, on en reparlera avec force et respect de tous ces sujets qui gravitent autour de nous et qui méritent effectivement votre attention. Ils sont avec nous ce matin, c'est la grande famille, la Dream Team, très en action comme d'habitude. Charles Amel Mbachou, bonjour à vous, bienvenue sur 10-12 pour cette nouvelle édition. Bonjour monsieur Michel Ngachou, bonjour à tous les téléspectateurs. Un bonjour particulier à monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le ministre de la Santé, on a besoin d'avoir le chiffre des morts. On veut connaître combien de personnes décèdent effectivement du coronavirus. Les lieux d'inhumation, comme on le fait aux États-Unis, on connaît désormais que c'est à l'île de la mort. Des images sont présentées, on voit. Les Camerounais ont relâché. Les Camerounais sont en train de relâcher parce que n'étant pas habitués au confinement. Tenez, hier par exemple, dans toute la zone de Bonamoussadi et de Ndokpassi, les gens se sont amusés. Et ils se sont très bien amusés même à consommer du bon vin, les meilleurs vins et à faire comme si le coronavirus n'existait pas. On a besoin d'avoir les chiffres sur le nombre de personnes décédées, parce qu'à Ndokpassi, ça crie. Combien de personnes on enterre entre 22h et 1h du matin? Est-ce que c'est réglementaire d'enterrer des gens dans la nuit? De grâce, on veut comprendre. Lorsqu'on sait également, Charles Amel Mbachou, que ces chiffres sont encore ceux qui sont officiels concernant la cinquantaine de victimes reconnues au Cameroun, on va également dire qu'aujourd'hui, Douala est reconnu comme étant l'épicentre même du Covid-19 au Cameroun. Il y a lieu d'interpeller au maximum, pas seulement le ministre de la Santé publique, mais d'interpeller toutes les autorités en charge, surtout le chef de l'État, à prendre à bras le corps la réalité du Covid-19. Nous n'avons pas encore atteint le pic. Nous n'avons pas encore atteint le pic. Hier, au niveau de Nebel, il y a quelqu'un qui s'est écroulé. Il s'est écroulé devant. On a dû appeler les services. Ils ont pris le temps qu'ils prennent les services. Il toussait tellement. Les gens l'ont récupéré pour l'amener dans un centre. J'ai dit, on n'a pas encore atteint le pic. Et on s'amuse à parler de la rentrée. C'est grave. Discutez avec les médecins, ils vont vous dire, il n'y a pas de place dans les hôpitaux. Et il ne fait même pas bon de tomber malade maintenant. Faites d'un tour, c'est plein. En tout cas, on va bien comprendre ce sujet au courant de l'émission, madame, monsieur. Si jamais vous trouvez nécessaire d'en parler avec nous, comme il est de tradition. Bombok Bengan, bonjour, bienvenue Bombok. Bonjour, monsieur Ngachou Numba. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Oui, Salamel, je partage votre point de vue. Les autorités de ce pays, il n'y a pas que sanitaire parce que le coronavirus est au-delà de la santé publique et touche la protection civile. Donc j'interpelle le gouvernement camerounais. Aujourd'hui, qui est mort de coronavirus, de Covid-19? On ne peut pas le dire. On ne peut pas le dire. Or, les médecins, le corps médical nous disait
Non, n'ayez pas peur de venir à l'hôpital. Aujourd'hui, c'est le corps médical lui-même qui a peur de recevoir les malades. Or, tous les malades ne sont pas de Covid-19, première chose. Deuxième chose, est-ce que nous avons même des tests? Hier même à Bonamoussa dit, une famille, une dame est décédée après avoir passé une semaine à la Quintini. Sa fille à son chevet, elle disait, ma maman souffre de quoi? On ne lui dit rien pendant une semaine. Pour se rendre compte dimanche matin qu'on lui dise, va chercher les respirateurs. Qu'est-ce qu'on va chercher les respirateurs? Est-ce que c'est le garde-malade qui va chercher les respirateurs? Comme résultat des courses, sa maman décède. Et on dit, coronavirus, on parle enterré, notamment. Et on laisse sa fille aller à la maison où elle était. Le mari, personne n'est mis en confinement. Et elle est là, on vous dit, votre maman est morte de coronavirus. Alors qu'on ne lui a présenté aucun rapport médical de ce que souffrait sa maman. Voilà, nous avons comme ça dans nos hôpitaux des milliers de cas, au point où aujourd'hui, on vous dit, c'est le même corps que vous dit, évitez l'automédication. Et à l'hôpital, on ne vous dit même pas de quoi vous souffrez. Et on est dans cette situation rocambolesque qui, mes amis, c'est très compliqué. C'est assez compliqué, Mbombo Mbenguane. On va également reconnaître Kayaoundé, précisément l'hôpital de Biémassi. Il y a eu un cas comme ça, similaire en semaine, où une femme décède à l'hôpital. Et 2 jours après, on revient dire aux enfants que votre grand-mère est décédée de Covid-19, alors que le corps se trouve déjà à la morgue. Et les enfants vous disent, ça fait 2 jours qu'on est content, au moins avec 600 personnes. Qu'est-ce qu'on fait là maintenant sur le coup? Moi, je pense vraiment que plus que jamais, on interpelle les autorités à être aussi, à prendre très au sérieux la bataille contre le Covid-19. Et Mbombo Mbenguane le disait à l'instant, est-ce que le Cameroun véritablement a les tests? La question est posée. Non, je vous réponds carrément. Puisqu'on envoie la Quintini faire le scanner. Vous allez là-bas à la Quintini. J'ai fait le tour d'au moins 13 hôpitaux. Je dis 13 hôpitaux. Je toquais même la porte des fous avec une cousine qui était excessivement malade. Mais les hôpitaux, il n'y a pas de place. Lorsque vous arrivez, on dit première chose, c'est d'abord le scanner. Même si elle souffre de quoi, on fait d'abord le scanner des poumons, de la cage thoracique. Mais attendez, c'est 118 000, monsieur Michel Ngachou. C'est 118 000, il faut le dire ici. Mais attends. C'est cher. Je commence donc à soupçonner le corps médical d'être dans la cupidité là. C'est-à-dire qu'on cherche de l'argent. C'est 118 000. Ah, d'accord. Ça devient très compliqué. En tout cas, Karine Santia, bonjour, bienvenue Karine. Bonjour Michel Ngachou, bonjour aussi à nos téléspectateurs à l'heure où plusieurs pays investissent des fonds pour soutenir leur économie, précisément le secteur privé, en procédant à des exonérations fiscales, entre autres. Et au Cameroun, des agents des impôts procèdent à des scellés des entreprises. Attention, on va bien comprendre tout ça pendant l'émission, madame, messieurs. Restez avec nous et rapidement, nous allons rebondir à l'histoire du jour qui nous sera présentée par Dominique Audrey Oyengelek. Bonjour Dominique et bienvenue avec l'histoire. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, je vous raconte l'histoire d'une jeune femme âgée de 30 ans et mère célibataire d'une fille de 6 ans. Elle raconte que récemment, elle a rencontré un homme qu'elle trouve très bien. Elle apprécie cet homme, elle le trouve responsable en ce qui la concerne. Elle dit que depuis quelque temps, elle a remarqué quelque chose qui la dérange un peu. Elle dit, je cite, « Mon conjoint, je le trouve très dur avec ma fille. Il dit que je la chouchoute beaucoup. Il dit qu'elle est tout le temps accrochée à moi. Il estime que si je continue de faire ami-ami avec ma fille lorsqu'elle aura 10 ans, je ne pourrai plus la contrôler. Il estime qu'il devrait être dur avec elle pour qu'elle ait une bonne éducation. » Cette femme raconte qu'elle est très attristée. Elle souffre dans son cœur et son cœur est fendu chaque fois qu'elle voit son conjoint crier sur sa fille. Lorsque sa fille veut s'asseoir près d'elle, il rabroue l'enfant et conséquence, lorsque sa fille pleure, elle ne peut pas la consoler. Elle raconte qu'elle vit chez elle et que de temps en temps, cet homme-là l'invite à passer du temps avec lui, avec sa fille et inversement. Donc, ils font une sorte de tour de rôle où chacun vient chez chacun. Aujourd'hui, les questions que nous posons, c'est de savoir, est-ce qu'elle devrait continuer dans cette relation par amour et supporter de voir sa fille pleurer tout le temps sans pouvoir la consoler sous prétexte que c'est pour qu'elle ait une bonne éducation?
Est-ce qu'elle ne serait pas en train d'exposer sa fille? Est-ce que sa fille n'est pas trop jeune pour subir ce genre de traitement? Quels sont les conseils qu'on peut lui apporter ce matin? Quels sont les conseils qu'on peut lui apporter ce matin, susceptiblement, pour mieux comprendre ces situations? Et il va quand même falloir bien redire, Dominique Audrey, elle vit seule avec sa fille, c'est ça? Oui, elle et vit le seule avec monsieur sa vit fille également de son côté. Donc, il peut arriver qu'elle fasse une semaine chez le monsieur et que le monsieur vienne faire une semaine chez elle également. Chez elle, d'accord. Et Donc, puis le monsieur relation estime que la relation entre mère et fille un n'est pas peu très trop bonne. fusionnelle, oui. Que sa fille a un peu une sorte de laisser-aller. Lorsque l'enfant est en train de jouer, il gronde, l'enfant va t'asseoir là-bas. Puisqu'elle dit que sa fille est très agitée, sa fille bouge tout le temps, elle bouge trop. Et maman semble cautionner ce que la fille fait. En tout cas, c'est le comportement de l'enfant. Donc, la mère jusqu'ici n'a pas trouvé de problème à ce que sa fille joue tout le temps. Donc, le monsieur, lui, il estime que non. Cet enfant ne doit pas bouger comme ça. Cet enfant ne doit pas parler tout le temps. Cet enfant ne doit pas être trop proche de sa mère. Sinon, lorsqu'elle aura 10 ans, sa mère ne pourra plus avoir de pouvoir sur elle. Très bien. Maman Bengan, je commence par vous ce matin. Faudrait-il demander à ce garçon immédiatement d'épouser cette fille? Mais il faudrait d'abord demander à la fille si elle veut se marier. Où est le père de l'enfant? À Yaoundé. Ils se sont séparés quand l'enfant était bébé. Voilà, ça veut dire qu'elle-même ne sait pas ce qu'elle veut. Elle ne sait pas ce qu'elle veut. Pourquoi ne laisse pas l'enfant de son père? Pourquoi voilà, maintenant un autre papa vient l'aider, elle commence à créer des humains. Non, la fille elle-même doit dire ce qu'elle veut. C'est le mari. Ici, ils ne sont même pas encore mariés, mais c'est l'homme qui oriente la discipline dans la maison. L'homme attire l'attention de la femme en lui disant « Tu dorlotes pour les enfants ». Je remarque que tu dorlotes pour tous les chouchous. C'est le terme que la fille elle-même a utilisé. C'est le terme approprié. Voilà, c'est le genre d'enfant à 4 ans. Il dit à sa mère, si tu ne me dis pas s'il te plaît, je ne te donne pas l'eau à boire. Les bonnes manières. Voilà, et voilà, bonne manière. Quelle bonne manière? Un enfant de 4 ans, vous lui dites, va me donner de l'eau à boire. Vous commencez à lui apprendre à faire la vaisselle. Elle va casser les verres sûrement, mais elle commence à apprendre. C'est ça la précaution, surtout pour une fille. Comment va-t-elle grandir en prenant des précautions sur les ustensiles de cuisine, sur les objets poignants à la maison, les couteaux, les autres? C'est là qu'on commence. C'est-à-dire quand une fille est agitée, vous observez que votre fille est agitée 3 ans et demi, vous commencez à la mener progressivement vers vous. Maman vient et lave un peu. Donc, vous lui donnez des autres assiettes qui sont en émail ou en inox. De temps en temps, vous dites, quand elle veut tenir un bol en porcelaine ou en tube, vous faites ça progressivement, vous contrôlez. Et vous savez qu'elle va casser un verre un jour. Vous dites, attends, peut-être je vais venir balayer. En fait, c'est comme ça qu'on commence à attirer l'attention des enfants, surtout celles qui ont les enfants qui sont très mobiles. Et l'homme n'est pas là. L'homme donne les grandes orientations. Et vous voyez, c'est elle-même la fille, la mère de la fille qui n'est pas formée, qui n'est pas éduquée, trouve déjà que il est un tyran. Au lieu de savoir que on est en train d'attirer mon attention sur cette fille qui risque de me dépasser demain. Voilà, c'est le genre d'enfant qui te dit, maman, je vais jouer avec les amis. Tu pars où? Non, dis pas non. Je vais rentrer vite. Tu vas dire quoi? Va aller jouer, se blesser et tout. Maintenant, même les jeux d'un tel enfant, on les encadre. Et le genre de femme qui va dire, mais il faut même que l'école commence vite. Elle va à l'école là-bas. Donc, en fait, elle n'a pas de mission. Au lieu de prendre les orientations de son homme pour encadrer la fillette, qu'elle grandisse, non, elle trouve dessus. C'est pour ça que j'ai dit, est-ce qu'elle veut même se marier? Est-ce qu'elle sait même ce qu'on appelle mariage? Bonne question. Et voilà, donc elle vient poser des problèmes à l'envers, en disant qu'on va juger la tyrannie de l'homme parce que le gronde. Non, en fait, ce n'est pas la fillette que l'homme gronde, c'est elle que l'homme gronde. Je t'ai dit que cet enfant, elle joue, oui, les enfants s'amusent, c'est normal. C'est pour ça qu'on leur apprend de s'aimer. Mais il faut un encadrement. Voilà. Il faut un encadrement pour chaque enfant. Parce que l'homme, lui, l'observe une fois. Bon, après, il va laisser.
Ouais. Quand il va dire que, bon, madame, je t'ai dit, c'est bon, si tu voulais, si c'est pour l'enfant, et en plus, ça va causer un problème. Quand ils vont se marier, quel est le statut de cet enfant? Vous pouvez voir, cette femme n'est pas prête à se séparer de cet enfant, qui n'est même pas le sien, qui est l'enfant de son papa. Parce que le père de l'enfant, on n'en parle pas. A-t-elle accouché avant d'aller en mariage? Voilà donc comment les familles deviennent désorganisées, parce que nos filles aujourd'hui ne veulent rien apprendre. Elles pensent qu'elles ont tout compris, elles connaissent tout. Donc, Bonbon Bengan, bon point de vue ce matin, et vous devriez comprendre Bonbon en même temps qu'il lui penche encore pour une éducation sociale, bien ficelée, bien organisée, bien encadrée pour chaque enfant. Mais avez-vous, Charlamagne Bachou, on a envie de comprendre véritablement, est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on rencontre une femme qui a déjà un enfant et qu'on veut encadrer, recadrer cet enfant, du moins l'enfant qu'elle a fait avec un autre homme, c'est par amour pour la mère aussi qu'on le fait. Mais si la mère n'est pas adéquate à écouter, ça peut avoir des frictions quand même dans votre relation et peut-être vous amener à la perdition tous les deux. Monsieur Michel Ngachou, vous avez formulé votre question à l'occidental. Je vais vous répondre à l'africaine. Ce monsieur est un monsieur frustré. C'est un monsieur extrêmement, je veux dire, gêné de ceci que la femme ne l'a pas intégré dans la vie de l'enfant. Pourquoi je le dis? Vous savez, vous n'avez pas besoin de faire un enfant avec une autre femme. Il y a des femmes qui le font même dans leur foyer. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous avez un monsieur qui a fait 2, 5, 6, 7 enfants avec une femme. La femme est là. L'homme lui dit, écoute, ce week-end, chérie, il faut qu'on sorte, on aille s'amuser. Il dit, non, non, je vais rester avec les enfants, va. Sors, va t'amuser, ça ne me dérange pas. L'homme est à la maison. C'est à peine si la femme regarde l'homme. Si l'homme existe, elle est plus avec les enfants. Ça frustre tellement certains hommes. Et je peux vous dire qu'avec le confinement à l'heure actuelle, je n'imagine pas ce que beaucoup d'hommes souffrent, vivent en ce moment, monsieur Michel Ngachou. J'ai dit au Cameroun, ce que le confinement promet. Ceux qui ont choisi ce confinement, l'autoconfinement. Donc je peux vous dire qu'il y a beaucoup qui profitent de ce moment pour se rendre compte qu'ils ont été loin de leurs enfants, que la femme a créé une barrière entre eux et les enfants. Ça, c'était un cas que je prenais pour dire que, vous voyez, l'homme rentre dans la vie de la fille, parce qu'elle n'est pas encore mariée, de la fille, et qui a un enfant, il se rend compte que la fille est plus proche de son enfant que de lui, à la maison. Or, la femme qui est le ministre de l'Intérieur, la femme qui coiffe et qui chapeaute la maison, devait provoquer la relation, devrait provoquer l'amour, devrait provoquer, on va dire, une sorte de sympathie. Alors, l'homme, quand il se retrouve dans cette position, qu'est-ce qu'il fait l'obligé d'opposer? C'est mauvaise humeur. L'enfant est en train de trop jouer. Tu cajoles trop cet enfant. Tu as trop de temps pour cet enfant. En fait, c'est la frustration que l'homme ressent, qu'il transpose involontairement. Je peux vous rassurer. Ça pose involontairement. son éducation. Malheur à cet homme si l'enfant connaît son père. Ah, il y a des enfants que lorsqu'ils connaissent son père, je peux vous assurer que chaque acte que vous posez, soit il vous rappelle qu'il va dire à son père, soit il vous rappelle que tu n'es pas mon père. Il peut ne pas le dire parce que l'enfant a 6 ans, mais dans des attitudes que l'enfant pose, lorsque vous essayez de grandir, il y a dans les bras de sa mère, il court se cacher, l'enfant vous démontre un ensemble de choses qui prédisposent et frusтрent encore l'homme. Donc je pense que, comme Bambok l'a dit, cette femme a un sérieux problème. Elle n'est pas prête pour le mariage. Il faudrait qu'elle intègre la composante enfant et son mari. C'est-à-dire, à un moment donné, dire à l'enfant, attention, tu fais, papa va gronder. Ça peut être que l'enfant ait dit à l'enfant que tonton Paul va te gronder. Vous savez qu'il y a une différence. Il y a des femmes qui vivent avec des hommes et dont son enfant continue d'appeler le monsieur avec qui elle veut se marier tonton Paul. Ce n'est pas papa Paul, c'est tonton Paul. À l'école, on lui dit que papa, c'est ton père qui t'a mis au monde et tonton Paul s'appelle le grand frère. Donc vous voyez, les appellations même jouent véritablement à l'intérieur. Il y a des enfants, parce qu'ils connaissent leur papa, ne va jamais appeler quelqu'un d'autre papa, quel que soit ce que vous allez faire. Donc je crois que c'est un problème d'éducation. Il faudrait que la femme revienne encore aux fondamentaux. Charlamagne Bachou ce matin, merci pour ce point de vue. Et on va quand même se retourner aussi vers vous, Karine Santia, pour mieux comprendre ça.
C'est une femme, c'est un enfant, c'est un souci d'éducation, c'est l'homme qui est frustré, comme le dit Charles Amembatou, qui probablement peut être frustré. Est-ce qu'à un moment donné, on peut pas aussi justifier le fait que cette fille a eu une mauvaise éducation? Non. Pourquoi non brutalement comme ça? Questionnez pas l'éducation de cette fille, vraiment pas du tout. Alors, un enfant de 6 ans, ça bouge, ça bavarde, ça casse les plats, ça pose les questions à tout va. Je dis, un enfant de 6 ans qui ne fait pas ça, posez-vous des questions. Si vous avez un enfant de 6 ans qui ne casse pas les plats, qui ne bavarde pas, qui ne pose pas les questions tout le temps et à n'importe qui, sachez que cet enfant a un problème. Ceci est dit, l'histoire de ce mastin nous enseigne ce qui est à l'envers. C'est-à-dire quoi? Quand une femme veut intégrer la vie d'un homme qui a un enfant, la première composante, c'est d'abord d'aguicher l'enfant. C'est pareil pour les hommes. c'est-à-dire que Je dis, c'est pareil l'homme doit pour aguicher les l'enfant. hommes. La mère ne doit pas jouer son rôle également d'amener l'enfant vers le monsieur? Laissez-moi continuer mon Très bien. argumentaire. Très bien. C'est pareil pour les hommes. Quand vous entrez dans la vie de quelqu'un qui vit déjà en couple avec son enfant, vous avez l'obligation, si vous voulez vraiment cette femme, d'intégrer la composante enfant dans sa vie. Si vous choisissez d'être un père pour cet enfant, admettez que l'enfant fasse partie de votre vie. Parce que la manière que l'histoire nous est racontée montre que l'homme tient cet enfant à distance. C'est-à-dire qu'il établit une distance entre lui et l'enfant. Ce qui fait que aujourd'hui, c'est normal que même quand il va même entrer dans une pièce, que l'enfant s'enfuit. Ça peut arriver. L'enfant est bavard, c'est naturel. Mais il n'y a pas à vouloir renvoyer l'enfant. Ferme ta bouche. Non. Vous venez d'entrer dans sa vie. Vous n'avez pas intérêt à ce qu'elle ne vous aime pas. Vous devez d'abord l'accepter comme elle est, cet enfant-là. L'accepter d'abord comme ça. Et progressivement, vous allez intégrer dans la vie de cet enfant des limites. C'est comme ça que ça se passe. On ne coupe pas, on ne sèvre pas l'enfant brutalement. C'est pas comme ça que ça se passe. Vous ne pouvez pas entrer dans la vie d'un enfant et que l'enfant vous connaît seulement parce qu'à l'âge de 6 ans et vous pensez que vous allez devoir tout changer dans sa vie parce que vous êtes un homme. C'est pas comme ça que ça se passe. Il y a des critères d'acceptation. C'est pour ça que je dis souvent, l'enfant est la seule personne qui donne le nom à quelqu'un. Quand vous venez devant lui comme un tonton, c'est tonton qui va vous donner comme nom. Si vous venez devant lui comme un papa, il va vous appeler papa. Mais si vous venez devant lui comme le père d'eux, vous appelez le père d'eux. Donc, il y a des critères qui vous permettent à vous d'être accepté par un enfant. Et maintenant, à partir de là, il pourra, si l'enfant l'accepte, introduire ses propres règles de papa dans la vie de cet enfant pour que ça marche. Maintenant, moi, je suis un peu peinée de voir que la maman, lorsqu'elle veut aller faire une semaine chez le gars, elle part avec son enfant. Elle n'a pas imposé cet homme à son enfant comme ça. Elle n'a pas à le faire. Elle n'a pas à le faire. Quand le monsieur vient chez elle pour une semaine, là, c'est bon. Mais qu'elle porte l'enfant et elle l'aille chez lui, je ne peux pas partager cet avis. Vous savez, dans les relations humaines, on n'impose pas quelqu'un à une autre personne. Tout est fonction de négociation. Elle doit laisser l'enfant à qui? C'est la question. Elle laisse l'enfant à qui en partant? Elle n'a pas de famille. Je ne sais pas. Elle ne peut pas imposer cet enfant à cet homme-là. Elle ne peut pas imposer cet enfant à cet homme-là. Si l'homme veut accepter l'enfant, il l'acceptera. Mais elle n'a pas à trimballer l'enfant. Et quand elle arrive là-bas, l'homme dit qu'il ne voulait même pas là-bas. Peut-être qu'il voulait passer un peu de temps avec elle. Et il voit que l'enfant est en train de courir tout le temps autour de sa maman. Ainsi de suite. Il commence à voir l'enfant. L'enfant l'énerve seulement. L'enfant devient son rival, son ennemi. Parce qu'il trouve qu'il ne passe pas assez de temps avec cette femme. Donc, moi, je me dis que dans ce genre de relation, laissez la personne qui est en face de vous trouver l'orientation de la relation qu'il veut avec votre enfant. C'est-à-dire on n'impose pas. La fille en question. Oui, on n'impose pas l'enfant à quelqu'un. Un homme qui vous accepte votre enfant sans obligation. Parce que je vais vous dire, si vous obligez cet homme et que vous placez cet enfant en condition dans votre relation se finira à cause de cet enfant. Très bien. C'est compris. Charles Amembatou, vraiment, on va aller très vite, vraiment Monsieur en Michel une Ngachou, minute, ici, vraiment là, respecter la minute. Le problème que l'homme n'accepte pas l'enfant. Oui. La mère dit qu'il gronde l'enfant. Ce n'est pas accepté. Parce que là, l'homme accepte l'enfant, mais on parle de gronder. Et que l'homme gronde trop, elle se sent trop frustrée. Non, je suis désolé. Quand vous entrez dans une maison, monsieur Michel Ngachou, c'est la maman qui facilite, même avec vos propres enfants.
vos propres enfants. C'est la femme qui facilite. En disant, n'est-ce pas votre père est rentré, vous ne sortez pas saler, prends les sous de ton père. C'est la femme. Quand on le dit ici, les femmes ont l'impression qu'on raconte. C'est la femme qui... Papa est rentré, va accueillir. Vous savez, je vais vous dire, même avec ses propres enfants, parfois, le père entre en conflit. Est-ce que vous savez, même avec la femme, même avec votre propre femme à la maison, vous entrez en conflit parce que vous avez grondé, la maman veut chouchouter. Beaucoup de personnes, il y a des soirées où l'homme veut se retrouver seul avec sa femme. C'est le soir où l'enfant dit que je dors avec maman. Lorsqu'il veut pousser, ça commence les plaies. Le père s'impose, il fait sortir, l'enfant résiste. Mais les gens peuvent vous raconter ce qu'ils vivent. Donc je vous dis, Karine prend au premier degré. C'est important de dire la femme doit créer le lien. Une femme qui répond à son mari devant l'enfant. L'homme gronde, la mère gronde le père. C'est terminé, on a bafoué l'éducation. Elle doit créer la relation avec ce monsieur. Donnons l'occasion à Dominique Audrey. Donnons l'occasion à Dominique Audrey de nous donner son avis sur la situation, sur l'histoire du jour. Dominique Audrey, vous jetez peut-être pas la pierre, mais vous donnez quand même votre avis. Comment appréciez-vous la situation? Il faut au moins protéger l'enfant d'une manière ou d'une autre, parce qu'il y a déjà au moins un enfant dans cette relation-là. Oui, c'est clair. Alors, moi, je jette la pierre sur les différents conjoints, les différentes personnes qui ont des enfants et décident de se lancer dans les relations. Lorsqu'on se met dans une relation avec quelqu'un et qu'on a un enfant, il faut prendre le temps d'asseoir la relation avant de mettre votre enfant en contact avec la personne. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on se retrouve avec des jeunes femmes qui multiplient les pères auprès de leurs enfants. Elle a un enfant aujourd'hui, elle sort aujourd'hui avec Pharrell, demain elle sort avec Charles et ainsi de suite. Et tous ces hommes-là sont les pères pour ses enfants. Et c'est un problème. Non, c'est pas contre les noms d'ailleurs. Voilà les prénoms de l'heure. Allons-y, on poursuit Dominique. Oui, c'est une mauvaise chose, monsieur Ngachou. Il faut prendre le temps d'asseoir véritablement la relation avant de présenter un homme à votre femme. Ça, c'est la première erreur que cette femme a commise. Elle n'aurait pas dû. Et moi, je suis d'accord lorsque Karine dit que vous ne devez pas trimballer votre enfant comme ça. C'est pas sérieux. Maintenant, moi, je n'ai pas de problème avec le fait qu'on gronde l'enfant, mais il faut qu'on gronde l'enfant pour une bonne raison. Ne vous levez pas, vous allez me brimer l'enfant parce que l'enfant est en train de jouer. Est-ce que vous savez qu'à 6 ans, l'enfant développe encore une certaine motricité? Conséquence, l'enfant est obligé de bouger tout le temps. C'est obligé que l'enfant bouge tout le temps. On ne peut pas empêcher un enfant à cet âge parce qu'à l'âge là, l'enfant continue de découvrir le monde. Si la mère ne reprime pas l'enfant, Dominique Audrey, parce que l'homme fait le constat que la mère ne reprime pas suffisamment l'enfant pour l'encadrer. Et puis il interpelle la maman quand même, Dominique. Monsieur Ngachou, oui. Si votre enfant passe le temps à marcher pieds nus, alors qu'on lui a précédemment dit de porter les babouches, lorsqu'on est en dehors de la maison ou bien qu'on enlève lorsqu'on entre dans la maison, là vous pouvez brimer l'enfant. Ne brimez pas l'enfant parce que l'enfant sort pour aller jouer avec l'enfant de la voisine. Ne brimez pas l'enfant simplement parce que l'enfant veut s'asseoir à côté de sa mère. Ce qu'il va réussir à faire, c'est traumatiser cet enfant. Cet enfant sera renfermé et ce n'est pas une bonne chose. Est-ce qu'il y a un âge pour apprendre à encadrer un enfant, Dominique? Ça commence dès les premiers jours. Très bien. Ça commence dès les premiers jours parce que ça se voit même avec les bébés. Vous savez que malheureusement, les grands disent, l'enfant, si on ne le porte pas, il ne dort pas, il va pleurer tout le temps. Vous laissez cet enfant pleurer. Il va apprendre qu'on ne va pas le porter tout le temps. Donc ça commence dès le départ. Maintenant, il y a une façon d'éduquer les enfants par rapport à l'âge également. Avec l'enfant, si vous utilisez une sorte de violence quand l'enfant est petit, l'enfant ne comprendra pas. L'enfant ne comprendra pas. S'il estime que l'enfant bouge trop, il y a des exercices. Il y a une façon de canaliser l'énergie de l'enfant. À 6 ans, les enfants peuvent faire les arts martiaux. Les enfants peuvent commencer à faire la course. Donc, s'il estime que l'enfant bouge trop, qu'il trouve le moyen de canaliser cette énergie et non de faire pleurer l'enfant. Moi, je ne peux pas accepter qu'il fasse pleurer mon enfant pour rien. Je ne peux pas accepter. Vraiment. Alors, en une seconde, l'homme n'est pas venu directement sur l'enfant. Il dit à la mère, je crois que, je pense que, j'estime que. Très bien. Il a brimé non, il gronde l'enfant. Non, il n'a pas brimé l'histoire. L'histoire nous dit qu'il gronde l'enfant. Il gronde. Reste là-bas. Oui, il n'a pas commencé. Il a dit à la femme. Qu'est-ce qu'il a dit à la femme? L'histoire, c'est l'histoire qu'on suit. Bon, permettez-moi. Est-ce qu'en tant que l'homme qui partage la vie avec cette fille, il n'a pas le droit de dire à l'enfant, bébé,
Range-toi. Bah, sauf qu'il ne dit pas bébé, range-toi. Non. Il a le droit de le faire. Mais Laissez-moi maintenant, terminer, ma fille, et c'est pour vous. Ok. Ce n'est pas, ces choses sont écrites. D'abord, vous accouchez avant le mariage, ce n'est pas votre enfant, c'est l'enfant de votre papa. sauf que la Si vous n'avez pas de père, conjoncture, sachez-le. Ça veut dire qu'en fait, si vous avez un homme dans votre vie, aidez, appelez cet homme à vous aider à élever cet enfant. Et c'est ce que cet homme a fait. Il dit, ma chérie, cet enfant Vous, la femme, comme vous avez dit tout à l'heure, quand l'enfant pleure, déjà même à 3 mois, on dit non, laissez-le coucher. C'est la même chose. À 6 ans, elle t'accompagne faire la vaisselle. Elle t'accompagne. Ce n'est pas l'homme qui imprime. Donc l'homme attire l'attention de la femme en disant, je vois qu'elle joue. Donc tu l'amènes à la cuisine, elle commence à t'assister. Laver la vaisselle et lui écarter des choses pointues. Ainsi de suite. C'est comme ça que ça se fait. Vous faites ça autrement, tant pis. Ça C'est semble pas pas ça être le bien. problème. On n'est pas là pour les convaincre. Oui, On est là pour effectivement. leur dire ce qui est. Vous ne faites pas de cette manière. Ils vont commencer. Le problème qui se pose maintenant, vraiment, les familles monoparentales, ce n'est que les familles recomposées, vraiment, c'est difficile. Donnons la possibilité, donnons la possibilité aux téléspectateurs de nous dire ce qu'ils pensent de ce sujet. Quelle est l'inspiration que ça vous renvoie ce matin? Quel conseil donner à la fille ou encore même au garçon? Qu'est-ce qu'on peut faire véritablement pour protéger l'enfant, l'encadrer en même temps? Nous attendons vos suggestions, madame, messieurs, en nous écrivant rapidement sur Facebook, rapidement là, sur 10-12, le Zénith, ou encore laissez-nous un commentaire pour ceux qui nous regardent en direct sur le fil d'actualité Facebook avec Equinox Télévision. Merci de rester des nôtres. Madame, messieurs, allons rapidement revoir ce matin ce que nous propose Charles Hamel Mbathiou dans le cadre de la colère. Et la colère de Charles Hamel, c'est maintenant. Je m'interroge ce jour sur la question des vaccins. Je m'interroge sur la question de l'importance des vaccins dans le secteur de la santé. Les vaccins sont devenus un sujet de société qui, depuis près de 20 ans, divise et crée la polémique dans le monde. Le nombre de campagnes vaccinales initiées en Afrique ces dernières années soulève de nombreuses questions d'ordre à la fois médical et scientifique, mais aussi d'ordre légal et éthique. Est-ce vraiment le plus urgent pour ces pays, les vaccins? N'y a-t-il pas d'autres postes plus aigus qui pourraient bénéficier de tout cet argent qu'on débloque chaque année pour ce qu'on a baptisé pour le Cameroun les programmes PEV, programmes élargis de vaccination? Beaucoup d'argent sont engloutis dans les campagnes de vaccination. L'Afrique a-t-elle véritablement, et le Cameroun, besoin des vaccins? Point d'interrogation. Coronavirus nous a aidés à comprendre qu'aujourd'hui, il faudrait que les Africains pensent à créer l'Union africaine de la santé. Pour y voir clair, ces vaccinations pratiquées sur des organismes déjà très affaiblis et dénutris ne peuvent-elles pas faire pire que de bien et ne participent-elles pas à l'émergence des maladies chroniques nouvelles en Afrique? Les populations africaines, souvent peu lettrées, bénéficient-elles d'informations suffisantes sur les bénéfices et les risques des vaccins? Point d'interrogation. Bien qu'ils aident à sauver de nombreuses vies, les vaccins n'ont pas que des avantages. Des réactions de l'organisme ou le rôle de certains adjuvants peuvent priver certaines personnes des bienfaits des vaccins. Comment comprendre que la question du vaccin se pose désormais avec acuité en Afrique, comme s'il était absolument obligatoire de se faire vacciner pour vivre? Comment comprendre qu'alors que la vaccination est en baisse dans l'ensemble des pays européens, elle est plutôt en hausse, et je pèse mes mots, en hausse en Afrique et particulièrement au Cameroun, où l'on oblige systématiquement les enfants et adultes à se faire vacciner? Comment comprendre que l'Afrique qui reçoit les vaccins
est 2 fois plus malade encore qu'avant l'introduction des 10 vaccins. Chance ou malédiction? Savez-vous qu'effectivement, un vaccin peut représenter un facteur déclenchant d'une maladie auto-immune sous-jacente car il touche le système immunitaire? Allez interroger toutes les revues scientifiques, allez interroger tous les livres parus entre 1980 et 2000 pour comprendre la remise en question de nombreux types de vaccins. Comment comprendre que le reste du monde s'interroge désormais sur la question du papillomavirus, notamment un produit qu'on utilise pour vacciner les enfants, les jeunes filles contre les cancers du col de l'utérus? Et que dire de la vitesse avec laquelle cela se reproduit, cela se présente en Afrique? Personne ne sera étonné d'apprendre que le secteur de la santé est dans un triste état au Cameroun. On parle du vaccin contre le choléra, mais le choléra atteint des pics énormes au Cameroun. Pourtant, on semble se protéger. Rappelons-nous de 2011 pour voir ce que le choléra avait fait. Quelle est la base? Mieux les besoins sur lesquels sont orientés les programmes de vaccination. Sans vouloir jouer l'avocat du diable, savez-vous que ces vaccins n'ont pas que des avantages? Savez-vous qu'ils provoquent dans certains cas des troubles neurologiques souvent difficiles à différencier d'une maladie survenant indépendamment de la vaccination? Par exemple, une encéphalopathie après le vaccin de la coqueluche ou le vaccin de la rougeole, ou une paralysie après administration du vaccin poliomyélitique buccal, qui est un vaccin vivant atténué. Dans certains cas, ils peuvent entraîner les vaccins d'autres manifestations neuropathies, paralysie faciale ou névrite optique décrite généralement après le vaccin contre l'hépatite B. C'est pas moi qui le dis, c'est les textes et les revues qui en parlent. Des atteintes articulaires qui se traduisent par des antalgies, des arthralgies, après, par exemple, la vaccination rubéolique. Savez-vous qu'alors qu'on utilise encore l'association vaccin hydroxyde d'aluminium qui est susceptible de provoquer chez certains individus des réactions immunitaires avec des troubles musculaires ou neurologiques durables? L'Afrique a-t-elle véritablement besoin des vaccins lorsqu'on vient de découvrir le cormote, lorsqu'on sait qu'on utilisait les infusions, lorsqu'on sait que bien avant, on prévenait la typhoïde, on prévenait même les diarrhées chez les enfants? Avons-nous encore besoin de cela? 3 points d'interrogation, 4 points de suspension à la ligne. Alors là, c'est très compliqué ce matin parce que quand on a 3 points d'interrogation et 4 points de suspension à la ligne, c'est dire que la colère, elle est très forte. Et lorsque Charles Amemba touche la question des vaccins en Afrique, il est évident de reconnaître que les big pharma, ce qu'on appelle aujourd'hui les firmes internationales investies dans les produits pharmaceutiques, il y a quand même des preuves à travers des documentaires, à travers des témoignages de ce que des gens en souffrent aujourd'hui. Moi, je me souviens personnellement de ce que nous avions connu, peut-être pas moi, mais des proches, pour ceux qui sont nés dans la décennie 70. Il y avait à l'époque ce qu'on appelait le Kinimars. Et on sait exactement ce que le Kinimars a fait à plein d'enfants qui aujourd'hui sont handicapés. Je voudrais au passage saluer tous ceux qui, très jeunes, ont souffert des effets du Kinimars. Finalement, c'est des vaccins préventifs, mais est-ce qu'on devrait y rester? La question est posée. Et on va mieux comprendre ça ce matin, sur la base, effectivement, des questions que Charles Amel a laissées à notre portée. L'importance des vaccins en Afrique. Bonbon Bengan. Place importante, oui ou non? Qu'on ne dise surtout pas, parce que ce matin, on sait que le ministère doit nous regarder, le ministère de la Santé publique doit nous regarder, et qu'on ne dise pas qu'on est en train de faire une campagne qui amènerait les gens à ne pas se rendre dans les hôpitaux, mais simplement se poser des questions à savoir, est-ce que les vaccins, véritablement pour nous Africains, c'est important aujourd'hui? Justement, la question mérite d'être posée. Que ça crée des conflits diplomatiques ou pas? Il faut bien se dire, est-ce que la médecine moderne, dite moderne ou occidentale, soigne? Aujourd'hui, on parle de parler des vaccins. Il y a des produits qu'on demandait aux femmes, que tous les gynécologues, tous les médecins prescrivaient aux femmes quand elles avaient des règles douloureuses. Ibuprofène. Et s'est rendu compte par la suite que ça crée la stérilité chez les femmes. Est-ce qu'ils ont dit, vous avez déjà entendu un rapport médical, un médecin vous dire que nous avons rendu des femmes africaines stériles?
ils ne le diront pas. Insuffisance. Certains de nos mamans, nées entre 1945 et 1955, beaucoup d'entre elles souffrent de cancer de col. Attention, c'est dû à quoi? C'est dû au vaccin qu'on leur a administré entre les années 60 et 70 à l'école. Parce qu'on imposait. Et pourquoi on impose? Parce que dans leur pratique, je parle du système des Nations Unies, on expérimente les vaccins, les médicaments aux animaux. Est-ce que l'Africain ou l'Africain est même un être humain? Est-ce que ce n'est pas un animal sur qui on expérimente des recherches? C'est là le problème. C'est le problème qui se pose aujourd'hui. Et je termine pour vous dire que la question mérite d'être posée. Un auteur américain qui s'appelle Jerry Mendes, dont les propos ont été repris par Jean Ziegler dans Les Nouveaux Maîtres du Monde et ceux qui leur résistent. Ce livre est apparu chez Fayard en 2002. Il a repris les propos de Jerry Mendes en ceci. McNamara a tué plus de gens, plus d'êtres humains à la tête de la Banque mondiale que lorsqu'il était, en tant que ministre de la Défense des États-Unis, préposé au massacre du Vietnam. Vous voyez, un ancien ministre des Affaires étrangères des États-Unis qui a fait la guerre du Vietnam que tout le monde connaît. On vous dit, quand il est devenu président de la Banque mondiale, il a tué plus de personnes à la tête de la Banque mondiale que lorsqu'il était ministre de la Défense, il a fait la guerre. Donc, c'est cette analogie pour vous dire qu'en fait, le système des Nations Unies est un système qui tue. Qui tue. Et la médecine est le lieu par excellence d'assassinat des Africains. Je dis bien, je pèse mes mots. Le système des Nations Unies utilise la santé comme la méthode par excellence d'assassinat des êtres humains. Ce n'est pas tout le monde le sait. Les médecins qui sont là le savent. Ils le savent. Parce que ce qu'on appelle vaccin, aujourd'hui, prenons le cas qui nous concerne. Il y a plus de décès en Occident qu'en Afrique. Pourquoi n'expérimente-t-on pas des vaccins de Covid-19 chez eux? Vous voyez le président le directeur général de l'OMS vient dire « Oh, il risque d'avoir plus de décès en Afrique. Vraiment, et essayons de stopper ce qui risque. » Mais oui, et vous qui mourrez là-bas alors? On est arrivé vraiment sadique et civique en disant « Bon, laissez les populations européennes mourir, mais empêchons les Africains de venir ici chez nous. » Et comment empêcher les Africains de venir? En allant les tuer sur place. Donc, en fait, cette question mérite d'être posée et aujourd'hui, c'est encore d'actualité. Il faudrait que nous ayons, parce que nos chefs d'État perpétuent le comptoir colonial, il faudrait que nous ayons des chercheurs et des médecins, j'allais dire, qui se révoltent contre le système de prédation du monde. Très bien. Qui vous disent non, l'Afrique n'a pas besoin de vaccins qui viennent de l'Occident. Bonbon Bengal le dit très bien, l'Afrique n'a pas besoin de vaccins qui viennent de l'Occident. Mais nous allons quand même nous tourner vers Dominique Audrey pour comprendre également son appréciation. On sait aujourd'hui, Dominique Audrey, que l'Afrique vit entre guillemets dans ce qu'on appelle la pauvreté. Parce que pauvreté encore, je pense que c'est un état d'esprit. Tout le monde ne se voit pas pauvre. On peut ne pas avoir de l'argent, mais on n'est pas pauvre. Mais maintenant, le combat qui est entre la pauvreté, si vous voulez, le développement de l'Afrique et le vaccin aujourd'hui, le plus urgent, c'est quoi, à votre avis? C'est un peu compliqué la question que vous me posez parce que pour pouvoir... Juste votre avis, Dominique. Oui, justement. Pour pouvoir se développer, on a besoin d'être en bonne santé. Et la question que moi je me pose, c'est est-ce que notre santé passe forcément par ces personnes-là qui nous donnent ce vaccin-là? Moi, je ne pense pas. Le Cameroun est doté de scientifiques parce qu'à la base, le vaccin, c'est une bonne chose. Ça permet de stimuler les défenses immunitaires contre un mal. Mais moi, le problème que j'ai, c'est qu'on n'a pas un système de santé ou bien des agents de santé capables de nous authentifier de la qualité de ces vaccins qu'on nous donne. Père Mbomboka parlait par exemple de ce médicament qui a causé la stérilité chez un bon nombre de femmes. Pourquoi dans nos pays africains on n'a pas pris la peine préalablement de tester ces produits-là avant de permettre que nous autres nous en consommions? Donc oui au vaccin, mais
les vaccins que nous-mêmes, nous pouvons produire ici. Je crois que c'est ça la préoccupation. Vous allez vous rendre compte que même dans certains pays européens, avec le vaccin notamment de la grippe, il y a eu des controverses parce qu'ils ont estimé que le vaccin qu'on leur a produit là-bas pouvait ne pas être de bonne qualité, ça avait été produit trop rapidement. Donc même chez eux là-bas, il y a des doutes qu'ils émettent au sujet de ces vaccins. Mais malheureusement ici, nous on prend tout. On est tellement dépendant que récemment, on parlait de cas de bébés qui n'ont pas pu être vaccinés contre la tuberculose. On a été obligé d'attendre. Comment si on tape sur Internet, vraiment, le procédé de constitution, de fabrication d'un vaccin, c'est disponible. Donc, je suppose que nos scientifiques ici savent comment ça se passe. Mais pourquoi on n'en fait pas ici chez nous? Pourquoi attendre qu'on nous envoie un poison ou bien qu'on nous teste comme des cobayes? Bon, en même temps, il y a un protocole pour avoir des vaccins, Dominique Audrey. Il y a encore... Mais est-ce que vous pensez que ces gens... Est-ce qu'ils connaissent ce protocole? Non, effectivement, c'est dit que si le protocole est occidentalisé et qu'on vous le renvoie en Afrique, au Cameroun précisément, et que vous l'appliquez, il n'y a aucune différence. Monsieur Ngachou, oui, Dominique Audrey. Ces chercheurs qui, entre guillemets, mettent sur pied les protocoles n'inventent rien. La preuve, si on prend le cas de Madagascar, ils n'ont pas eu besoin d'attendre le protocole qui vient d'ailleurs, ils ont décidé de prendre les devants et c'est ce qu'on demande à tous nos chercheurs de faire. À un moment, il faut se lever et dire, ok, c'est bon, nous aussi, nous sommes allés à l'école, on a appris la même science, entre guillemets, donc on va essayer. Il faut d'abord essayer avant d'échouer. Très bien. Karine Sontia, il faut sauver justement les Africains. Le vaccin est-il important pour les Africains? Aujourd'hui, on parle de Covid-19. D'ailleurs, Mbombo Mbengue a fait le rapprochement. Le Covid qui sévit, qui tue brutalement en Occident. Et que récemment, on s'en souvient que la sortie du professeur Mira qui a proposé sur LCI que des tests de vaccins contre le Covid soient être faits en Afrique avant même de se retourner. Concrètement, votre avis, un vaccin en Afrique, oui ou non? Alors qu'on sait que depuis que les vaccins arrivent, ça ne résout forcément pas le problème. Depuis qu'on vaccine là, vous avez entendu, il y a un vaccin contre le paludisme. Non. Pourquoi c'est la maladie là qui continue à tuer les gens et il ne faut pas vacciner? Le paludisme, vous dites bien. Posez-vous la question. Puisqu'on nous dit que le paludisme tue en Afrique plus que le Covid-19, que c'est le paludisme qui est la première maladie la plus meurtrière en Afrique, pourquoi ne pas se presser pour mettre sur pied un vaccin contre le paludisme que de nous vacciner contre la tuberculose, par exemple? Pourquoi s'attarder sur des maladies qui n'ont pas autant d'impact que le paludisme? C'est des questions internationales parce qu'en dehors du vaccin contre le paludisme, si on arrête, si on commence à faire des vaccins contre le paludisme, qui va acheter tous les antipaludiques? Ça va rester où? Il faut acheter des médicaments. Il faut que tous ces médicaments-là continuent de sortir. Et ce n'est pas vous qui les fabriquez. Donc vous n'avez pas besoin du vaccin. Vous ne fabriquez pas le vaccin. Vous ne fabriquez pas les médicaments en comprimé ou en gélule, n'importe quoi. Donc vous devez continuer à consommer. Il va de soi que vous devez vous protéger aussi puisque vous avez peur de mourir. L'administration d'un vaccin permet de stimuler le système immunitaire tel que Dominique Audrey l'a dit. Et la composition du vaccin, dans la composition du vaccin, il y a un élément sensible, l'aluminium. J'ai envie de poser une question. Du sel d'aluminium qu'on injecte dans l'organisme. On parle de l'hydroxyde d'aluminium. C'est le plus dangereux. C'est le plus dangereux. On a retiré ça à l'Europe, mais ça reste ici. Poursuivez. Voilà. Et ce sel d'aluminium a des conséquences néfastes sur l'organisme. C'est vrai que dans les recherches que vous allez faire, on va vous dire que non, ça donne des petites fatigues, des petites douleurs musculaires, articulaires, quelques troubles cognitifs et tout, mais que non. Parce qu'il peut être injecté dans un individu qui a d'abord une défense immunitaire naturelle très faible. Qu'est-ce qu'il fait dans cet organisme? Qu'est-ce qu'il fait? Il bousille tout. Puisque dans le vaccin, il existe une fine partie du virus qu'on veut tuer dans votre organisme. Donc, on permet à votre organisme de développer des défenses immunitaires à partir du virus qu'on veut tuer. Vous voyez? Donc, au final, si on injecte ce virus dans votre organisme et que votre organisme n'a pas assez de défense naturelle pour pouvoir combattre, ce virus-là va vous tuer et les composantes autres qu'on a introduites dans le vaccin vont aussi affaiblir votre organisme. Donc, ne soyez pas surpris qu'on injecte le BCG à quelqu'un et puis il devient faible et arrête de marcher et ne marche pas.
sur un enfant et plus tel enfant ne marche pas parce qu'on a noté le BCG sur lui. Ne vous inquiétez pas de cela. Il y a des personnes aujourd'hui, on n'a pas encore réussi, les Africains n'ont pas encore réussi à démontrer que les vaccins ont des effets secondaires sur les patients parce qu'il n'y a pas intérêt à ce qu'on nous montre qu'un vaccin peut pousser des gens à réfléchir autrement. Quand j'entends Karim Sonti a fait dans son argumentaire, Charles Amel Bachou, je me demande bien, avant l'arrivée effectivement du blanc, entre guillemets, on va dire de l'occidentalisé, entre guillemets, on a eu des aïeux qui ont vécu des millénaires d'années avant nous pour remonter jusqu'à l'Égypte. On n'avait pas de vaccin. On faisait quoi avec? Alors, est-ce qu'on en mourait? Moi, je m'appelle Michel Ngachou. Mon grand-père, bien connu à Banganté, s'appelait Michel Ngachou, catéchiste, bien connu. Il est mort à plus de 100 ans et il me le disait tout le temps, je n'ai jamais eu un quelconque vaccin. Alors, il vivait bio, il mangeait bio, il a vécu, on l'a vu. Mais est-ce qu'à un moment donné, on ne se demande pas, c'est quoi l'entourloupe dans lequel nous sommes investis aujourd'hui, nous les Africains? Mais c'est vous qui parlez de Big Pharma. C'est de l'argent frais, liquide, qui circule. Rappelez-vous, en 2011, on a injecté au Niger, et les gars du Niger nous regardent, en 2011, pendant près de 2 ans, on a injecté aux Nigériens le vaccin contre la méningite. En fait, ils pensaient que c'était le vaccin contre la méningite. C'était de l'eau. Simplement. C'était de l'eau. Mais je vous dis, frapper sur tous les moteurs, c'était de l'eau qu'on injectait aux populations du Niger. Mais imaginez à combien on avait payé. Après, l'OMS a fait un communiqué dans lequel on dit non, c'était des vaccins trafiqués, contrefaits, tout cela. Mais lorsque vous regardez les cargaisons qui ont été arrêtées à la fin, ça provenait de certains pays, donc il y a les stampilles encore, vous pouvez les retrouver. En 1988, monsieur Michel Ngachou, le monde a enregistré 32 419 cas de polio, mais l'OMS avait déclaré 350 000 cas. Si vous parcourez l'encyclopédie, donc les taux de l'OMS étaient plus élevés. Ils ont déclaré 350 000 cas. Cela a permis d'ouvrir ce qu'ils ont appelé une campagne de vaccination. La plus grande campagne de vaccination après Santé pour tous en l'an 2000, donc dans les années 86-88. On lance donc, vous parcourez l'encyclopédie Universalis, ce qui fait frapper 1988. Vous allez vous rendre compte qu'après la campagne de vaccination contre la polio en Afrique, on a eu plus de 300% de cas en termes d'augmentation. Après les vaccinations. Est-ce que vous savez qu'il y a des enfants qui se retrouvent à prendre 10 doses parfois du vaccin contre la polio? Ils prennent à l'école, ils prennent au quartier. Après on les déplace pour les congés, ils se retrouvent au village, on a déclenché, ils reprennent. Mais oui, il faut le dire, monsieur Michel. On va le dire justement, Charles Mbachou. Respectons également le synopsis. On marque une pause, madame, monsieur, et on se retrouve et on intervient. Matin, parce que Nadine Gouanfo, qui est ce matin à la réalisation de cette émission, nous la baptisons désormais DJ Nadine. Merci pour le moment, merci pour l'instant et surtout pour cette chanson de Longuet Longuet qui nous permet quand même de marquer une pause. Question de respirer quand même. Et on sait que vous êtes assez nombreux, madame, messieurs. Vous n'hésitez pas à nous renvoyer vos nombreux messages, l'inspiration ou encore vos réactions à la suite de la colère du jour et l'histoire qui a été proposée ce matin par Dominique Audrey Oyengelek. Conseil également que nous vous faisons confiance. Je voudrais rapidement, Charles Amel Bachou, revenir à vous dire que je m'en souviens j'étais très jeune, il y avait une pub quand même à la télévision qui parlait du planning familial. Planning familial, c'est bon pour maman. Planning familial, c'est bon pour l'enfant. Vous savez que... On a le sentiment justement qu'il y a toute une politique derrière, tout faire pour empêcher que la les population africaine. Oui, c'est bon qui passe le temps à nous citer cet écrivain français qui avait dit lorsque l'Afrique s'éveillera, nous l'enverrons se recoucher. Mais vous avez vu, c'est passé même des écrits à la parole avec notamment Emmanuel Macron qui ne s'est pas gêné pour dire vous accouchez trop. Ça a été repris par le président de l'Assemblée nationale du Cameroun à ses frères. Pendant la période électorale, il dit vous avez des difficultés à inscrire vos enfants à l'école parce que vous accouchez trop. Vous voyez le copier-coller, c'est dans ça qu'on se retrouvait. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a eu, dans la transition, les premières phases du pouvoir en Afrique, on a donné le pouvoir à ceux qui n'avaient pas de vision pour l'Afrique. Les vrais visionnaires. Pour vous reprendre, il y a même eu le président Sarkozy, l'ancien président français, qui, lors d'un forum, a fait une sortie. À Dakar, je pense bien. Non, pas à Dakar. Il y a eu un forum, je ne m'en souviens pas très bien, mais où on l'a entendu se prononcer sur la population mondiale et dire qu'il faut trouver des moyens
de freiner l'évolution justement de cette surpopulation planétaire. Donc, non, cette fois-là, quand même, les Européens. On va donc, il faut dire que si vous essayez de parcourir l'histoire, vous allez vous rendre compte que c'est en 2011 qu'il y a eu véritablement un réveil des consciences en Inde, après qu'il y ait eu 47 500 cas de, comme ce qu'ils avaient appelé, les paralysies flasques aiguës. Après l'injection, la vaccination contre le polio en Inde. Ils ont eu 47 500 cas. Vous pouvez frapper sur Internet, vous allez vous rendre compte que tous les médecins indiens ont créé un forum. Ils ont organisé un forum dans lequel ils se sont indignés et cela a même pas été publié dans les revues d'éthique médicale. Vous pouvez parcourir 2011. Vous allez vous rendre compte que le vaccin contre la polio orale est plus dangereux. C'est un vaccin à virus vivant. C'est un vaccin à virus vivant. Le vaccin polio oral est un vaccin à virus vivant. Les vaccinés peuvent donc transmettre des virus vaccinaux à leur entourage. C'est possible. Rappelons-nous qu'il faut le dire, je vous parlais tout à l'heure du vaccin contre la poliomyélite. Vous savez, nous en Afrique, on savait que lorsqu'on sortait de la grande saison sèche, pour la petite saison de pluie, notamment en ce temps, les enfants, il fallait les purger. Les premiers mangues, on ne suçait pas, les premiers mangues tombaient, c'était réservé. On disait que c'était les mangues, les fruits des animaux de la brousse. Personne ne prenait. Ouais. Les singes faisaient tout, on observait. S'il y avait des singes qu'on retrouvait malades, on faisait attention, on ne prenait pas, on ne cueillait pas. Les Africains savaient lire et interroger le temps. Rappelez-vous, en 1999, vous permettez, l'OMS estimait qu'un tiers des injections vaccinales étaient dangereuses dans 4 des 6 régions du monde, y compris l'Afrique. Ces mauvaises pratiques de vaccination étaient responsables de 65 000 décès chaque année. A-t-on arrêté le principe de vaccination? Non. Chiffre toujours d'actualité en 2006 dans les documents que vous pouvez consulter de l'OMS. En 2004, Michel Kermode indiquait que les injections vaginales à risque provoquaient chaque année 8 000 cas de sida en Afrique, 235 000 cas d'hépatite C et 800 000 cas d'hépatite B. C'est pas moi qui le dis. Allez consulter, vous allez vous rendre compte que soit plus d'1 million de cas. En aucun moment, il faut le préciser, les chiffres qu'on nous présente, c'est des chiffres qui triomphent, les chiffres triomphalement affichés, j'arrive, sur la réduction de la mortalité par la vaccination contre la rougeole, par exemple. Ce ne sont que des chiffres en termes d'estimation. Mais vous voyez comment on gonfle les chiffres. Il y a des gens qui n'ont jamais reçu des vaccinations, mais qui sont là, qui vivent. Vous allez vous rendre compte que d'autres qui ont pris, l'Afrique est plus malade. Je dis, l'Afrique est plus malade depuis cette affaire de vaccination qu'aujourd'hui. Avant, on était bien. On n'avait pas ce problème. Dans les années 86, les enfants, ils couraient, on avait la vigueur. Vous cognez le pied. C'est les enfants de la ville qui revenaient de la ville. Ils ne pouvaient pas marcher pieds nus au village comme nous. Mais nous, on courait au village, on sautait, on arrêtait, on grimpait. Mais l'enfant arrivait, il courait, puis il dit oui. On dit voilà les enfants de la ville. Trop d'injections. Et très grave, je vais rapidement à votre suite, cher Lamel. C'est pas une anecdote, mais c'est une réalité. Quelque temps, j'ai mon petit-fils qui est très malade et je quitte Douala pour Yaoundé, le retrouver. Et le médecin me dit, Monsieur Ngachou, trop d'injections dans cet enfant. Moi, je peux rien faire, ramenez-le à la maison. Je vais vous dire. Il vous a dit il me l'a dit très honnêtement. Voilà. Alors, je ramène l'enfant à la maison. Madame et moi, on est consternés. On fait comment? Elle me dit, mais non. Il y a une amie qui m'a dit qu'il y a son papa qui soigne la rate. Parce que nous ignorions. Nous ignorons que l'enfant souffrait de la rate. Voilà. Alors, il a fallu. Il faut être honnête. Nous sommes à la télévision. Nous parlons justement des Africains. On parle aux Camerounais. Ce jour, moi, je n'avais pas d'argent. Pour être honnête, j'étais lessivé à plus de 300 000 francs en espace de 2 semaines. Beaucoup d'injections. C'était compliqué. Je n'avais pas d'argent. Non, Carlos va me dire, ben non, raconte pas des histoires pareilles. J'ai dit non, Carlos, on en raconte. On en raconte pour sensibiliser justement les Camerounais. Qu'est-ce qui se passe? C'est la Benjamin qui me dit, chez grand frère, je t'envoie un peu d'argent. Vous savez combien il a fallu pour sauver cet enfant? 2000 francs. Ouais, on n'a jamais donné 500 francs au monsieur qui a soigner la rate chez cet enfant. Je dis pas 100 francs. 2000, la rate simplement. Et on a dépensé 300 000 en l'espace de 2 semaines sur un enfant. Et il ne guérissait pas. Au point où le médecin m'a dit, retournez chez vous avec l'enfant. Alors, est-ce qu'on devrait vraiment continuer à faire confiance à la médecine? On va dire occidental, bon Bengan. Non. Allez sur le net tout de suite. Choisissez n'importe quel moteur de recherche en votre langue de choix. Tapez simplement les origines africaines de la médecine moderne. Vous verrez tout.
Vous verrez tout, les origines africaines de la médecine moderne. Et ce qui est marrant, ce qui est écœurant, ce qui est triste, c'est que ceux qui sortent de Harvard, de Montpellier, de Paris, faculté de médecine, parce qu'ils ils comprennent même pas que comment les Chinois, qu'ils ont fait les mêmes banques, quand ils rentrent chez eux, ils prennent les molécules traditionnelles pour venir vendre. Voilà. Et eux, ils viennent là-bas avec le protocole déjà mis en place par l'Organisation mondiale de la santé. C'est ça qui est marrant. Et ils viennent même combattre leurs confrères qui, eux, veulent faire des recherches ici. La chloroquine, c'est quoi? C'est pendant la guerre du Vietnam que les États-Unis avaient constaté qu'ils n'avaient pas de matière première et qu'au Vietnam, il y avait des racines, des herbes et un certain nombre de choses. Et comment soigner le paludisme? Ils n'avaient pas la matière première. Ils ont donc fabriqué la chloroquine. La chloroquine, c'est une molécule synthétique. Ce n'est pas une molécule naturelle. Or, nous avons des plantes naturelles qui nous permettent de fabriquer les antipaludiques. Donc, je n'ai pris que ça. Et même pendant la guerre du Vietnam, que les Vietnamiens ont mis en place un vaccin contre le BCG, contre la tuberculose. Pendant la guerre. Hein. Il faut dire que c'est depuis... Et si, Maman Fouda vous dit que même les stocks de sécurité sont finis. Et Madeleine, tu es là, ils ne font rien. Comment se fait-il quand dans les années 50, le Vietnam met en place un vaccin en état de guerre, et là où les Vietnamiens recevaient les bombardements des B-52 des États-Unis. Et nous, aujourd'hui, 2020, on ne peut pas mettre en place un vaccin contre le BCG. Nos enfants naissent dans des hôpitaux, ils font 3-4 mois sans vaccin. Et parce que nous attendons que la France fasse ci, parce que l'Allemagne, avec le GTZ, passe ça. Donnons l'occasion. C'est écœurant. Donnons l'occasion, Bambam Bengan, à Karim, de nous lire rapidement les messages de nos téléspectateurs, qu'il n'ait pas le sentiment qu'ils nous écrivent et qu'on ne les lise pas. Rapidement, Karim. Pour nos élites, y compris celles scientifiques, tout ce qui vient de l'Occident est bon, excepté ce qui constitue une menace à leur pouvoir politique et intérêt personnel. Tenez, un de nos éminents scientifiques aurait allégué, pour minimiser la posologie africaine contre le Covid-19, que la solution à ce problème viendrait de l'Occident. Ali Alané Mongo qui nous écrit ce matin. Alors, par rapport à la colère de Charles Hamel, la seule chose à faire, c'est de créer une organisation africaine de la santé, car les firmes pharmaceutiques occidentales n'ont qu'un seul objectif, vendre leurs produits et tuer l'Afrique à petit feu. Vicino de Lyon. Alors, concernant la colère, la société actuelle est confrontée à ce genre de problème où le père et la mère cherchent à tirer les enfants chacun de son côté. C'est-à-dire que lorsque l'enfant est avec sa mère, ça c'est par rapport à l'histoire du jour, hein. Lorsque l'enfant est avec sa mère, celle-ci dénigre le père pour gagner la confiance de l'enfant. Et c'est vice-versa. Mais toujours est-il que l'éducation de l'enfant repose en partie sur la mère, puisque celle-ci, c'est elle qui passe beaucoup plus de temps avec ce dernier. Par conséquent, c'est la maman qui doit dire à l'enfant que ça, c'est ton père. C'est Abdelwahid Omar. Par rapport à la colère aujourd'hui concernant les vaccins, Herender is the opinion of one dear seasoned expert. This book is almost banned in Europe. I am sure you can guess why. Le titre du livre proposé par ce téléspectateur, c'est Vaccin, un génocide planétaire, écrit par le docteur Christian Talch Schaller. Et c'est Schaller, je pense que c'est comme ça que c'est écrit. Et puis, un sous-titre, Fumer peut provoquer un cancer, les vaccins aussi. Il faut prévenir les hommes qu'ils sont en danger de mort. La science devient criminelle. Albert Einstein. C'est sa citation. Monsieur Michel Ngachou, vous savez que, par exemple, on fait les vaccins contre le pneumocoque. On fait des vaccins. Ouais. Est-ce que vous savez que les pneumocoques comptent plus de 80 souches, c'est-à-dire les stéréotypes 80 souches. Mais l'injection qu'on donne, c'est 7 à 10 souches. Tout au plus, avec la dernière avancée à 13, nous sommes à 13 souches. Or, il y a 80 souches. Est-ce que vous savez que vous pouvez recevoir le vaccin contre le tétanos? Vous refaire blesser, mourir et décéder? Vous le savez? Bien sûr. On a eu des cas. Parce que quoi, le vaccin a été non influent sur vous? Ces vaccins, non. On dit que ces vaccins sont considérés comme des blockbusters. C'est des blockbusters, justement. Vous savez, on peut tout mettre dans les vaccins. Il y a beaucoup de choses qui, à l'heure actuelle,
sont en train d'être dites pour amener les Africains à comprendre, comme l'avait dit Macron Bombok, c'est désormais vers l'Afrique que tout le monde devrait se tourner. Vous voyez, aujourd'hui, les États-Unis se sont tournés vers Malgache. Malgache est la seule île qui a encore les forêts les plus pures. Après, c'est les Cameroun les plus purs. Et rassurez-vous, il y a déjà des Chinois qui veulent aller acheter des forêts. À Malgache, à l'heure où je vous parle, la Chine veut acheter des forêts. Même si aujourd'hui, Charles Amel Bachou, on sait que l'Organisation mondiale de la santé n'est pas d'accord avec le Covid-19 qui a été une des solutions, le médicament contre le Covid-19 qui a été une des solutions justement africaines en termes malgaches. On va reconnaître qu'aujourd'hui, il n'y a aucun cas déclaré de personnes atteintes de Covid-19 à Madagascar. Même au Vietnam, c'est 0 cas. Tapez, vous allez voir le Vietnam, quel est le protocole qu'ils utilisent au niveau du Vietnam. Qu'est-ce qu'ils mangent? Mais monsieur Michel Ngachou, la dernière fois que vous avez pigé l'enfant, ça remonte à combien de temps? Il y a quelques temps quand même. Les poids, les gens jetaient des pois dans les maisons. Non, aujourd'hui on est revenu. C'était le meilleur vaccin en Afrique, est-ce que vous le savez? Les pois, c'était le meilleur vaccin. Il n'y avait pas de pois, dis plutôt qu'il y avait. Non, je dis pois, pourquoi on se retrouve? Les mamans pigeaient les enfants avec la bouche. Elle lave la fesse, elle envoie ça dans la bouche de l'enfant. Il y avait le meilleur vaccin, c'était le Nolay. Sur les réseaux sociaux. C'était le meilleur poids des mamans à l'époque. Oui, mais on avait pour les grandes personnes. Mais il y a une question qui me taraude l'esprit aussi depuis par rapport au vaccin. Comment est-ce qu'on explique qu'un vaccin puisse faire 10 ans dans l'organisme avant d'être renouvelé? Oui, il faut bien vous tuer, vous voulez quoi? Allons-y rapidement. Les messages de notre téléspectateur Carrie Sontia. Sontia. Message, ces Occidentaux veulent continuer dans leur forme de colonisation en Afrique et par la complicité de certains dirigeants africains et surtout au Cameroun. C'est un business entre dirigeants. Puis c'est le bas peuple qui souffre et meurt. Si bas feu depuis Douala. Par rapport à l'histoire du jour, le plus important n'est pas d'être les meilleurs amis de nos enfants. En tant que parents, notre rôle, c'est d'être des guides, des boussoles, afin que ceux-ci trouvent leur chemin dans ce labyrinthe qu'est la vie. Si on échoue, on sombre dans un gouffre avec l'enfant. Madame, cet homme est peut-être maladroit avec ses sentiments, mais il vous aime. Il aime aussi votre enfant. Voilà pourquoi il vous met en garde de trop dorloter votre enfant. Sachez, madame, qu'aimer quelqu'un, c'est aussi le mettre face à ses responsabilités. Et cela au risque de le contrarier, voire de le perdre. Henri Michel Tcham qui nous écrit ce matin. Vaccin, un génocide planétaire, écrit par le docteur Christian Thalscheller. Voilà, j'en ai parlé tout à l'heure. Vous pouvez trouver ce livre-là. On dit qu'il est interdit de vendre en Europe. N'est-ce pas? En tout cas, madame, monsieur, merci de rester présent sur les antennes de Equinox Télévision, 10-12 le Zénith. Vraiment, c'est le Zénith de l'endroit où vous êtes. Prenez du plaisir à partager ces moments avec nous et nous prenons du plaisir à vous servir parce que vous le méritez. Dans un instant, nous irons quand même scruter ce que nous propose à toi ce matin avec la revue des réseaux sociaux. Carrie Sontia a pris, bien évidemment, le risque de le faire pour nous ce lundi. La leçon de Madagascar, cette toute petite île africaine qui a mis sur pied un traitement qui agit à titre préventif et curatif contre le Covid-19 en Afrique, qui donne des leçons au monde. Et le Cameroun se souvient, en 2019, novembre 2019 plus précisément, cette plantation d'Artémisia qui avait été détruite à Banganté ce week-end. Cette vidéo du reportage réalisé par Equinox Télévision a fait le tour des différents tabloïds et dans ce reportage, le préfet de la localité informait qu'il s'agissait d'une plantation de chanvre indien et pourtant le promoteur de cette plantation parlait d'Artémisia, Anois et Afra. Et il faut rappeler effectivement que en interdisant à ce propriétaire justement de ce champ de cultiver l'artémisia, on était à quelques semaines justement de ce qui s'est passé au Congo, où un chercheur avait prouvé que l'artémisia était la solution efficace pour lutter contre le paludisme. Alors maintenant, toujours les big pharma, toujours en complicité avec certains chefs d'État, entre guillemets, ont trouvé qu'il était important de tout faire pour éteindre. Mais comment est-ce qu'on peut éteindre, Charles Amembachou? Bon, c'est mieux. Comment est-ce qu'on peut éteindre? Comment est-ce qu'on peut tuer une plante naturelle? Est-ce que c'est possible ça?
cher ami. Oui, mais on veut comprendre. Comment est-ce qu'on veut éteindre, on veut éradiquer un plan naturel? J'ai lu on veut un intellectuel qui a réagi tout de suite en disant cessez d'accuser les autres. Je vous en prie, on n'accuse personne. On tue parce que c'est ça l'orientation. Le 26 décembre 1959, allez lire les accords de coopération qui ont été signés par Aïdjo, vous comprendrez. Et c'est ce que ce journaliste français rappelle, Hugues Seraf. Quand l'Afrique s'éveillera, la France l'enverra se recoucher. Voilà le titre de l'article. Mais dans le journal Le Monde, mai 2006, c'était « Nous l'enverrons se recoucher ». Et les gens continuent à blaguer, à dire qu'on n'est pas en guerre. Deuxième, c'est un Suisse. Il s'appelle Jean Ziegler. Il a été rapporteur des Nations Unies pour l'UNICEF, pour beaucoup de systèmes des Nations Unies. Il a commis un livre chez Fayard en 2002. Les nouveaux maîtres du monde et ceux qui leur résistent. Allez, c'est vendu là-bas. Ils vous ont dit qu'il existe un plan pour empêcher l'Afrique de se développer. Et ce plan, le dernier cas, a eu lieu, Charles Hamel a répété. Lorsque l'Afrique s'est réunie à Lagos en 1986 pour son plan de redressement, l'Organisation des Nations Unies et les Occidentaux ont dit santé pour tous en l'an 2000 pour bloquer ce qu'on appelle le plan de Lagos. Ça, c'est des choses connues. On a dit on ne finance pas. On ne finance pas. Nous ne voulons pas le développement de l'Afrique. Je peux citer encore Paul Houvelin. En 1979, il était le président du patronat français quand il a créé l'action concertée pour le développement en Afrique. Mais certains intellectuels l'ont compris comme s'il parlait du développement de l'Afrique. Or, il a bien dit le développement en Afrique. Paul Houvelin, vous pouvez le voir, ce n'est pas des choses. Il faudrait aujourd'hui que les Africains se disent que nous sommes en guerre contre le système financier mondial. Et lorsque ce Jean Ziegler reprend ces propos que j'ai dit tout à l'heure, McNamara a tué plus de personnes à la tête de la Banque mondiale que lorsqu'il était ministre de la Défense des États-Unis et s'est engagé en guerre contre le Vietnam. Vous pouvez, quand on fait cette comparaison avec les chiffres à l'appui, et je vois certains Africains qui continuent à dire, mais apprenez-vous, non. Les Paul Biya, Sassou Nguesso ou autres, ils ne sont pas là pour nous, ils perpétuent le contrat colonial. Donc il faudrait que nous ayons certains scientifiques qui vont dire qu'on nous tue, mais qu'ils nous disent la vérité. Tout le monde sait que le sida est inventé dans les laboratoires. Tout le monde sait que Corona existe. Par exemple, le virus Corona, les vétérinaires connaissent ce virus depuis 1960. Mais Covid-19 là, c'est un virus inventé pour décimer une population. C'est connu. Laboratoire P4. C'est connu. Donc, il ne s'agit pas, il s'agit de dire la vérité. Et il a dit, ben, la science est, on ne peut pas dire que la médecine est africaine. La médecine est africaine. Tapez les origines africaines de la médecine moderne, ça existe. Comment se fait-il que nos grands-mères ne faisaient pas la césarienne et là on accouchait très bien. Aujourd'hui, vous dites le plateau technique est développé à l'hôpital Cochin à Paris. On n'arrive pas à accompagner la femme pour accoucher, on fait la césarienne. À l'hôpital Val-de-Grâce, à la Pitié-Salpêtrière, on continue à faire les césariennes. Alors que nos mamans accouchaient très bien. Non, il y a un complot. Il faudrait que la génération d'Africains aujourd'hui se ressaisisse et se dire que nous avons une guerre à mener et nous allons mener cette guerre. Comme disait Frantz Fanon, nous avons dans cette opacité trouvé notre mission, nous devons l'accomplir, c'est tout. Donc, tuer la télévision, ils savent, Madame Madeleine Tete savent, parce qu'en fait, le gouvernement avait pris l'option, il y a une dizaine d'années, de cultiver l'artémisia. Le gouvernement camerounais. Oui, et à un moment, par des micmacs de la communauté internationale, après, il faut éliminer cela et commencer à taxer ses concitoyens de cultivateurs de drogue. Pourquoi on ne peut donc pas venir? On vient tuer la télévision, on dit, en bon, tu cultives la drogue et on ne me met pas en prison. Mais il faut être sérieux. Donc, c'est là le problème. Aujourd'hui, on vend nos forêts,
On vend tout parce qu'il faudrait attendre une molécule synthétisée qui s'appelle chloroquine, alors que nous avons le quinquina ici, qui peut donner la molécule originale pour peut-être le paludisme et participer à combattre le Covid-19. Merci Bonbon Bengan, c'est enrichissant, c'est riche et c'est assez pertinent justement cette approche-là que vous nous apportez ce matin. Charles Amel Bachou, vous semblez, on va dire, inquisiteur, peut-être pas inquisiteur, mais vous êtes plus qu'en colère là, j'ai le sentiment. Vous savez, monsieur Michel Ngachou, je vais vous prendre des exemples très clairs. Lorsque vous allez au niveau du bec de canard, lorsque vous regardez la carte du Cameroun, regardez le bec de canard. Au niveau du bec de canard, vous avez la ville de Yagua. Vous avez Yagua. À Yagua, vous avez l'une des plus anciennes civilisations qu'a connue le Cameroun, la civilisation Sao, qui est représentée aujourd'hui par les Massa. Dans l'ensemble de l'alimentation des Massa, vous avez une composante essentielle en termes de légumes qu'on appelle la spiruline. Vous pouvez frapper sur Internet la spiruline. Au niveau de toute la zone de Massa, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas d'hôpital. Il n'y a pas de type de maladie, de pathologie qu'on retrouve, parce qu'ils cultivent, ils consomment en forme de légumes. C'est la base de l'essentiel, la spiruline. La spiruline qui est le plus grand antibiotique naturel, le plus grand réparateur de vie naturelle. Ils ont une longévité extrême au niveau de ce côté du bec de canard. Plus précisément, à partir de Gobon, vous vous rendez compte que toute cette zone, les gars consomment que cela. Les Blancs sont descendus, ils ont allé faire une expédition pendant que les gars se rendaient compte pendant les campagnes de vaccination. Mais on se rend compte que ces gars, lorsque vous avez vu, n'ont pas besoin de ça. Ils sont solides, ils présentent en termes de facteurs de santé. Vous allez voir, ce sont eux qu'on prend le plus dans l'armée, parce qu'en termes de résistance dans l'armée, ils sont véritablement solides. Allez voir, vous allez vous rendre compte. Ils rentrent, ils disent non, c'est pas possible, ils prélèvent cette plante. Ils vont faire des études, ils se rendent compte, mais bon Dieu, voici ce qu'on appelle la vraie fontaine de jouvence. Vous retrouvez sur Internet désormais spiruli, spirula, spiruli. Ils sont partis synthétiser, comme Bombok parlait, la spiruline. Vous voyez comment les gens achètent la spiruline aujourd'hui. C'est la même chose pour l'artémisia. Quand on met des préfets, des gars qui sont sortis de l'ENAM, qui ne maîtrisent rien à la science, qui ne maîtrisent rien au niveau de la... Ils ne maîtrisent rien, mais c'est normal. Un pays dirigé par des gars qui sont sortis de l'ENAM, qui ne maîtrisent rien. Aujourd'hui, on parle de corona, mais c'est les administrateurs civils qui vous parlent de corona. Les scientifiques ne s'expriment pas sur la question. Ce sont eux qui font les sensibilisations, pardon. Vous avez dit préfet? J'ai dit, tout ça, c'est les gars de l'ENAM. Moi, je me suis dit tous les gars qui sont sortis de l'ENAM. Parce que lorsqu'ils descendent, et parmi l'expédition, cette expédition qu'ils avaient menée, il y a 3 personnes qui sont décédées de corona à Bafoussam. Il dit 3 personnes. Parmi ces gars qui avaient fait cette descente, ils ont été pris pour... Allez, Carré Sotia, le deuxième sujet justement de la revue des réseaux sociaux de ce jour. On parle de ce bailleur qui a été bastonné par des éléments du BBR parce qu'il réclamait 11 mois de loyer impayé à un locataire qui est aussi du même corps. Ouais, on peut le voir en images et les images justement ont fait le tour de la toile ce week-end. On a été extrêmement choqués de l'abus justement que les hommes peuvent avoir alors qu'on est censé être protégé lorsqu'on est avec des hommes en tenue. Cet homme n'avait pas une autre plateforme pour s'exprimer que d'aller sur Internet, dire comment le militaire s'est comporté. Et là, nous interpellons au plus tôt, justement, le ministre de la Défense à revoir, justement, l'attitude de ces militaires et que ce militaire, où qu'il soit certainement retrouvé et puni et présenté, bien évidemment, aux Camerounais pour dire combien c'est outrageant d'y réagir pareillement. Dominique Audrey, ce sujet, quand même, vous parle aussi. C'est assez compliqué. Et quelle analyse vous en faites ce matin? Mon cœur chauffe, Michel Ngachou. Ça m'énerve, c'est pas possible. Bon, malheureusement, cet homme ne pouvait pas se défendre. Ouais, je suis calme. Mais mon argent, je vais gâter. C'est que je gâte mon argent. Il ne faut pas seulement qu'on le punisse, il doit rembourser. C'est 11 mois. Vous pensez que les gens vivent comment? On en parlait ici récemment. C'est donc l'une des raisons pour lesquelles les gens refusent de donner leur maison à louer à certains corps. Parce que lorsque vous allez réclamer votre bail, le bon monsieur, puisqu'il a les muscles, puisqu'il a un gun, il va vous taper dessus. Si on ne vous rembourse pas, l'argent là va lui parler. C'est tout. Non, mais moi je pense également qu'il va falloir dire aux bailleurs aujourd'hui, prenez le risque également de faire reconnaître votre activité
et dans la mesure possible. Vous pensez que c'est parce que c'est pas reconnu? Oui, que c'est ça très empêche important. quoi? C'est très important. Nous sommes locataires, nous aussi. Faut pas se tromper. Et c'est dans ce processus que nous vivons. Donc vous pensez que vous... Bon, peut-être moi je suis pas militaire, mais je dis nous sommes locataires. Et puis voilà, on sait comment ça se passe. Et une histoire comme celle-ci est assez gênante. Et que ce soit un père de famille qui soit traité de la sorte. Mais il pouvait pas se défendre aussi. Mais il a même bien fait de ne pas se défendre. Ah oui. Enfin, Ils étaient trois. Ils étaient trois sur lui. Ils étaient trois sur lui. Si vous avez vu la vidéo. Et c'est récurrent, l'armée, la police, la gendarmerie. D'ailleurs, je me souviens, peut-être encore une anecdote, ma mère qui me disait, je disais à un moment, maman, je n'admettrai jamais qu'un seul de mes enfants soit militaire ou policier, ou je ne sais pas trop quoi. Maman m'a dit, ben non, il peut faire un choix. C'est parce qu'en fait, nous avons grandi et on a toujours vu les abus des hommes en tenue dans le Cameroun. Et on ne fait rien justement pour... Oui, non, il y a tellement d'abus quand même. Charles Bachou. Monsieur Michel Ngachou, nous savons qu'il ne faut jamais louer sa maison pour les brigades. Aux brigades. Oui. Attends, jamais le salon pour des brigades. Oui, pour des brigades. Aux avocats. Pour l'ouverture d'une clinique quelconque. Parce qu'il peut ne pas te payer, que ça ne tourne pas. Le jour que tu veux l'expulser, il met 13 malades dedans. Est-ce qu'on va les sortir? Le principe, c'est sauver la vie. Les hommes en tenue, c'est ce qui est connu. Vous savez, à l'époque du président Amadou Ahidjo, il était difficile de voir un homme en tenue dans la rue. Pour sortir, il enlevait la tenue. Je dis pour sortir, il enlevait la tenue civile. J'ai eu 17 tontons qui étaient là-bas. Quand ils allaient souvent en formation, ils revenaient. C'est lorsqu'on arrivait à la maison, je dis, dans la chambre qu'on soupçonnait, on savait même qu'il était gendarme ou tel était, parce que c'était des choses qu'il gardait. Mais on est arrivé à ceci que au premier carrefour, vous les voyez, première rue, puisqu'on a hérité d'un système, on est entré dans un système de répression sauvage et barbare. On se retrouve donc à les voir un peu partout. On les retrouve dans les bars. On a même eu à sortir plusieurs arrêtés, les interdisant d'aller boire dans les bars. Ils ont continué à se retrouver. Étant donné que il faut absolument avoir de l'argent, désormais, ce sont eux qui gardent toutes les structures. Vous vous déplacez pour aller dans un même snack bar, vous allez voir, il est assis. Mon frère, tu es en tenue, tout respectable, tu es tout beau dans ta tenue. Tu fais quoi ici, gars? L'ordre est venu d'en haut que je viens garder le snack. Vous retrouvez n'importe quel petit farfelu, parce qu'il a obtenu, on ne sait pas, un peu d'argent, il se retrouve à être gardé par deux personnes. On a dénaturé la valeur de l'homme en tenue au Cameroun. Ça, d'ailleurs, il faut le préciser. Vous les retrouvez ou devant les microfinances, devant les banques, ils sont partout, ils sont assis. Vous vous demandez, mais bon Dieu, comment est-ce qu'on est arrivé à cette phase? C'est devenu assez criard, raison pour laquelle on dit, va aller encore plus loin, aller retrouver servis dans des bars. Ce n'est même pas que c'est pour les Ndjomba. On les retrouve en train de servir dans des bars. Ils ont des pantalons. C'est leur bar. Ne me regardez pas comme ça. Ne me regardez pas comme ça. Allez du côté de leur baba. Allez du côté de Génie. Vous allez les retrouver. Il est là avec le pantalon. Le pantalon, il est en haut dessus. Il est en train de servir. C'est son bar. Alors, donnons la possibilité à Dominique Audrey. Dominique Audrey également nous dira justement ce qu'elle pense de ce sujet. Et le clando, vous les avez pas encore vu faire le clando en tenue. Douala Limbe. Elle semble bien vouloir répondre. Qu'elle nous dit ce qu'elle pense rapidement, Dominique Audrey. Non, je suis dépassée. Excusez-moi, monsieur Bachou, de vous regarder comme ça. C'est juste que je tombe des nues et je suis d'accord avec vous quand vous dites qu'on a désacralisé ce corps de métier. Aujourd'hui, malheureusement, on s'assoit dans les buvettes ensemble et le respect, la peur même de cet homme-là n'est plus là. Bon, c'est vrai qu'on sait comment on les utilise, mais bon, ils ne valent plus rien, malheureusement. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on moleste un simple Camerounais qui essaye de gagner sa vie parce qu'on est un homme en tenue. S'il essaye de prendre des voies normales, les procédures, j'espère pour lui qu'il paye, je crois que c'est la taxe foncière, j'espère qu'il paye, qu'il se rapproche de l'administration de cet homme-là et qu'on lui rembourse. Si on ne lui rembourse pas, qu'il rentre au village. Ah ben non, c'est pas... On est comme au Cameroun. Je suis désolé, monsieur Ngachou, c'est 11 mois. Monsieur Michel Ngachou, 11 mois. S'il part toujours voir les bantous, vont manger quoi? Je vais vous raconter un truc que j'ai vécu. Alors, écoutons l'anecdote de Dominique Audrey, rapidement. Écoutons Dominique Audrey. Récemment, j'allais à Edea, là-bas, et dans la voiture, on arrivait à un endroit, malheureusement, je ne maîtrise pas trop les endroits.
le chauffeur est descendu et il allait donner l'argent aux messieurs qui sont souvent sur les motos là. Ouais. Quand il entre dans sa voiture, il dit, l'argent que j'ai donné à cet homme-là, j'ai craché dessus. Parce qu'il n'y a personne dans mon bus, j'ai à peine 10 personnes, mais ils me font payer l'argent comme ça. Quand je monte, je donne, je descends, je donne. L'argent là, il ne fera rien avec. C'est comme ça que ces gens passent le temps à porter des malédictions. Ils n'ont pas pitié de ces gens-là, que ce soit les gens qui font le transport en commun, que ce soit même ces bailleurs aujourd'hui. Ne dites pas qu'on est Camerounais. Si l'administration de cet homme-là ne lui rend pas justice, il va finir comme le monsieur de la chanson de Saint-Bruno. Voilà, Saint-Bruno. Vous savez pourquoi ils utilisent l'or? Non. Vous savez pourquoi ils sont toujours barrés d'or partout, des chaînes en or, des gourmettes en or? Vous savez pourquoi? Allons aussi savoir. Voilà. Allez. Donc ils sont auto-préparés. 10-12, le Zénith, madame, monsieur, merci de nous retrouver pour la continuité. Karine Sontia nous retrouve et là encore, elle a un ultime sujet à nous proposer ce matin. Cette fois-ci, on parle de l'échange entre le président Macky Sall et le président André Rajoelina de Madagascar qui ont échangé il y a quelques jours et ils se sont expliqués sur... il a félicité, déjà le président Macky Sall a félicité le président André Rajoelina pour ce traitement préventif qu'il a appelé contre le Covid-19, mais le président malgache a aussi tenu à expliquer pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de mettre sur pied ce médicament-là. Il a parlé notamment de l'expérience tirée du traitement antipaludéen avec l'artémisia qui est utilisé depuis 2000 ans en Chine et aussi utilisé comme médicament pendant... Ils ont été inspirés de ce que moi me rappelle aujourd'hui, la guerre au Vietnam. Oui, mais je pense qu'il y avait un vidéogramme quand même. Il y a une vidéo, oui. Alors on va peut-être regarder le vidéogramme pour mieux comprendre l'entretien qu'il y a eu entre le président Macky Sall et le président Rajoelina. On va mal interpréter ça. Allons-y, on va voir. Certainement Nadine va nous permettre d'avoir... Très bien. Allez, c'est dire finalement que certains chefs d'État africains reconnaissent quand même, Bobo Mbengue, qu'une solution contre le Covid-19 peut et doit être africaine. Ouais. C'est une décision politique qu'il faut mener. Nous sommes tous membres de l'Organisation des Nations Unies. Et c'est ce système des Nations Unies qui a créé l'Organisation mondiale de la santé, l'UNESCO, tout ce que vous voulez. Et lorsque les États-Unis décident de sortir de l'UNESCO, qui les gronde? Qu'est-ce qui nous empêche de sortir de l'Organisation mondiale de la santé? La Chine est membre permanent. Permettez-moi qu'on écoute bien ce que les deux présidents se sont dit entre eux, sénégalais et malgaches. Merci beaucoup, André. D'abord, je dois, moi, vous féliciter aussi et féliciter Madagascar pour cette bonne nouvelle qui nous vient de la grande île. Certainement, tu pourras m'en dire quelque chose par rapport à cette thérapie qui pourrait venir d'une de vos plantes, d'après ce que j'ai appris. Je pense que ce serait un grand honneur pour toute l'Afrique de savoir qu'un de nos pays, parmi nos terroirs les plus beaux, les plus magnifiques, une solution mondiale peut sortir. Par rapport au coronavirus, comme vous le savez, nous avons l'expérience concernant le paludisme. Bon, l'Afrique, nous, Madagascar, on maîtrise, on a fait face depuis plusieurs années et l'expérience a fait que qu'est-ce qu'on peut proposer par rapport et pour faire face à la chloroquine qui a aujourd'hui, certes, ça guérit, mais il y a quand même quelques effets secondaires. Ça, on le sait. C'est pour cette raison que nos scientifiques, ils ont étudié et nous avons en fait de l'artémisia à Madagascar. L'artémisia, comme vous le savez, Monsieur le Président, l'artémisia a été déjà utilisée depuis plus de 2000 ans en Chine, mais surtout qui a fait ses preuves pendant la guerre du Vietnam. Parce que pendant la guerre du Vietnam, les Vietnamiens qui ont été ravagés, pas par les balles, mais par le paludisme, ils ont pris en fait de l'artémisia. Et ils ont pu se protéger. Et ce qui s'est passé, c'est que plusieurs Américains étaient tombés, pas par balle, mais par le paludisme. Et aujourd'hui, nous avons plus de 1000 tonnes d'artémisia et aussi la meilleure qualité, en fait, au monde.
On livre beaucoup de produits dérivés par l'extrait de l'artémisia qui est l'artémisinine que nous livrons aujourd'hui à travers plusieurs laboratoires dans le monde. Aujourd'hui, Monsieur le Président, en concernant, nous avons fait sortir ce produit qui a été bien élaboré, qui a été bien étudié à travers notre institut malagasy de recherche appliquée qui a été créé depuis 1957. Alors, je suis en train de dire, il me faut trouver un petit moyen, ne serait-ce que d'avoir quelques échantillons pour les mettre au niveau du service des maladies infectieuses où ils font le traitement déjà. Et puis aussi, nous serons disposés à acquérir selon les modalités qui seront mises en. Alors là, on a vraiment eu l'extrait de l'entretien entre le président malgache et Macky Sall. Qui demande des échantillons. Ah ben là, finalement, on pense que l'Afrique doit être fière d'elle. Bon. Oui, absolument. Parce qu'il faudrait d'abord reprendre l'histoire. Parce que, il disait le compagnon d'un compatriote qui disait l'OMSA. C'est quoi? En fait, quand les États-Unis ont été vaincus au Vietnam, avec le paludisme, ils savaient quoi faire. Or, vous voyez les Vietnamiens qui avaient leurs produits. Mais comme ils sont hautains, orgueilleux et tout ce que vous voulez, ils sont donc allés voir cet Allemand qui avait inventé en 1934 cette chloroquine qui est une molécule synthétique. L'Allemand s'appelle, je pense, Anders Sack. Et ils l'ont donc imposé. Imposé comment? Parce que ça aussi, il faudrait que les gens le sachent. Par 3 organismes. Ils ont chez eux, aux États-Unis, un organisme qu'ils appellent Food and Drug Administration. Ils ont créé les États-Unis parce que quand les Américains sont venus, ils les avaient attaqués à Petersburg. Ils les ont attaqués par la bombe atomique que vous connaissez. Ils ont donc imposé pour contrôler les firmes pharmaceutiques mondiales. La même organisation a créé une succursale au Japon qu'on appelle Pharmaceutical and Medical Devices Agency. Et comme c'est l'Allemagne qui était, j'allais dire, le catalyseur de cette deuxième guerre mondiale, ils ont créé une autre agence en Allemagne pour contrôler. C'est ce qu'ils l'ont appelé European Medicine Agency. C'est les 3 organisations qui sont donc dans ce que Charles Hamel a dénoncé tout à l'heure. Aucun noir, même américain, ne siège là pour aller faire les expérimentations des vaccins. J'ai dit bien aucun noir. Et on choisit les propres gens qui y mettent d'abord l'armée américaine pour contrôler tout ça et l'imposer. Donc, quand on vous parle de McNamara, qui est le premier directeur de la Banque mondiale, c'est exprès. Donc, voilà les 3 organisations qui mettent en place les plans d'extermination d'abord des Noirs et en plus des pauvres. Il faut dire ces choses-là pour que certains de nos frères africains donnent du courage au président malgache, à Macky Sall et même d'autres de RDC, parce que le président de RDC aujourd'hui entre le président Tshisekedi. Il a des compatriotes qui sont dans cette recherche-là. D'abord, c'est son compatriote qui est d'ailleurs allé à Manchester, mais ils en ont. Mais place également aux États-Unis qui ne veulent pas le laisser. Disons que l'ex-Zaïre, parce qu'on appelle le Zaïre comme le Brésil, les pays continents. Donc quand on intègre un pays, le Brésil ou la RDC, on est sûr qu'on va avoir une large prospection des populations. Merci. Voilà ce qui est caché derrière ces prétendus Merci vaccins. beaucoup, Bonbon Bengan. Dominique Audrey-Yangalek, vous avez regardé également l'entretien entre le président malgache et le président sénégalais. Votre appréciation justement de cet entretien, c'est l'Afrique qui gagne, on doit le dire. Oui, Sinon, qui devrait gagner? c'est Qui doit se bien battre pour parce gagner? qu'on n'y est, voilà, très on bien. n'y est pas encore. C'est une bonne chose, même si j'aurais aimé aussi que ça vienne de chez nous ici. C'est une bonne chose. Non, mais- ça met clé d'ensemble à voir la Vous solution. avez chassé les chauves sous le pont. Alors. Bon, On a des il y a une sorte de pincement auquel on se dit pourquoi est-ce que nous, alors qu'on donne déjà des astuces ici, le combat va être lent. Parce que même en 2019 déjà, on a vu, il y a un article sur le journal Le Point.fr
qui disait même déjà que l'artémisia utilisée même contre le paludisme était une mauvaise chose. Pourtant, en Côte d'Ivoire, là-bas, ils ont fait comprendre que la fracture économique au niveau des médicaments a radicalement chuté. Conséquence, on voit des experts qui sortent et qui disent que non, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Pourtant, 18 pays africains travaillaient déjà avec l'artémisia. Moi, je suis contente. Pourvu donc quoi? Est-ce qu'on contacte aussi Madagascar pour avoir nos produits, ou on se tourne vers le prêtre qui nous a trouvé, Monseigneur Cléda, qui a trouvé un produit aussi, et si on teste également, comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il ne faudrait pas que le Cameroun reste à la traîne. On a trop de cas. Merci Dominique. Audrey Oyengelek, elle veut forcément un Charles Amel Batchou que le Cameroun puisse se réveiller et qu'il y ait un sursaut d'orgueil, que l'on voit les Camerounais. Peut-être faut écouter également Monseigneur Samuel Cléda. Il faut écouter d'abord l'entrevue avec le président malgache. Première chose. Il vous dit d'entrée de jeu que nos scientifiques se sont penchés sur la question, ont fait un ensemble de travaux qui ont abouti dans telle phase. Mais il faut reconnaître qu'il y a des effets secondaires. Et je crois, vous voyez quand vous développez, il ne vend pas ce qu'il ne connaît pas. Il ne vend pas, il vend ce qu'il connaît. Il va jusqu'à vous donner même des produits dérivés qu'ils vendent. Et il vous fait un brin d'histoire en vous disant notre pays, on s'est inspiré du Vietnam et tout. Mais au Cameroun, depuis qu'on parle là, c'est-à-dire les 3 ministres réunis qui parlent sur cette affaire de Covid, ils vous ont parlé de quel scientifique? Aucun. De quel laboratoire? Non, ils ont parlé de la chasse aux chauves-souris. Non. Ils ont importé la chloroquine. Vous ne pouvez pas baser. Mais monsieur Michel Ngachou, vous avez posé la question de savoir est-ce que vous aurez souhaité que ça vienne du Cameroun? Mais vous basez sur quoi? Donnez-moi le nom d'un laboratoire camerounais qu'on a entretenu, qu'on a véritablement mis, on a mis le financement, et les chercheurs qui à l'heure actuelle se penchent sur cette véritable question, ils sont où? Leur a-t-on donné la parole? Tous ceux que certains médias, je vais vous dire, se sont battus pour donner la parole, ils sont venus démontrer leur savoir-faire, ils ont reçu des demandes d'explication en back-office et des menaces en back-office parce qu'ils ont osé. Au Cameroun, on ne parle pas quand il y a le politique. Quand il y a l'administrateur, quand il y a les gars de l'INAM, on ne parle pas. C'est ça ce qu'on vit au Cameroun. Et ce qui est bien, c'est qu'on est heureux d'être Camerounais. Charles Amel Batchou, ça ne changera pas. Allez, en même temps, il faut le dire. Et puis on espère que peut-être finalement... on espère que peut-être finalement le chef de l'État qui, depuis un moment, on ne voit pas, qu'on cherche, on veut l'entendre, peut-être finalement, Monsieur il Michel va se faire entendre Ngachou, sur j'ai cette question. discuté avec un éminent professeur qui m'a dit, Charles Amel, ça ne sert à rien de discuter, viens me retrouver à la maison. Je t'invite chez moi. Je suis arrivé chez lui, j'ai trouvé un petit laboratoire traditionnel. Vous savez ce qu'il fait? Non. Il prend le ndolé, les tiges de ndolé, il fait bouillir avec les feuilles et il consomme avec du miel. J'ai dit, mais vous êtes professeur d'université et scientifique. Il me dit, laisse tes histoires. On nous a trop endormi l'esprit au Cameroun. On est obligé de laisser des bruits. Ah oui, mais je vous le dis. Mais allez voir comment les gars font au quartier parce que les gars ne veulent pas mourir. Non, on n'en repasse à la mêle. On va rapidement prendre Constille Lamine qui nous attend depuis un petit moment avec le concept Salaka. Constille Lamine, bonjour à vous et bienvenue. Alors bonjour mon cher ami, bonjour à tous les téléspectateurs et bonjour à tous les clients du concept Salaka, ce concept qui fait déjà la fierté des entreprises camerounaises et étrangères, ce concept qui a été mis sur pied par Constille Lamine il y a de cela exactement 8 ans, ça fait exactement 8 ans que le concept Salaka est mis sur pied et au jour d'aujourd'hui, je suis un homme comblé, je suis un homme content parce que des millions de téléspectateurs des Kilance Télévision et des auditeurs de la radio sont contents de plus en plus. Alors ce matin, nous allons parler une fois de plus d'un complément alimentaire. C'est bel et bien le Von Bio Oméga 3, puisque nous sommes bien sûr dans le domaine de la santé. Il est également important pour nous d'attirer l'attention de tous nos téléspectateurs que consommer les compléments alimentaires, c'est bien, mais consommer bien entendu le Von Bio Oméga 3, c'est encore mieux, parce que la gamme Von Bio est une gamme 100% naturelle. La gamme Von Bio est une gamme très très bio, c'est une gamme bien sûr qui est sans effet secondaire dans l'organisme. Alors, le Von Bio Oméga 3, puisqu'il s'agit de ce complément alimentaire,
il permet de réduire les complications du diabète, c'est prouvé. Le Von Bio Oméga 3 permet également de régler le taux de cholestérol dans le sang, de réduire naturellement la pression artérielle. Le Von Bio Oméga 3 permet également d'assouplir nos articulations. Le Von Bio Oméga 3 permet également de nous prévenir contre les AVC. Voilà quelques avantages liés à la consommation régulière du Von Bio Oméga 3 qui coûte la somme de 5 500 francs. C'est du côté bien sûr du magasin 1001 tapis en face du Palais d'Ika. C'est dans ce magasin que vous avez donc votre Von Bio Oméga 3 au prix de 5 500 francs. Oui, la santé n'a pas de prix. Comme dirait quelqu'un, prévenir vaut mieux que souffrir. N'attendez pas que votre diabète se complique. N'attendez pas, bien entendu, avoir les problèmes de tension. Je vous invite bel et bien à consommer régulièrement le Von Bio Oméga 3 que vous retrouverez à 5 500 du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. À côté bien sûr du Von Bio Oméga 3, on parle également d'un autre Von Bio, mais cette fois-ci du Von Bio Lotion. C'est un lait de toilette pour diabétiques. Ce lait de toilette embellit, protège et nourrit la peau des diabétiques. Vous l'avez à 6 000 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis en face du Palais d'Ika. Parlons bien sûr des modalités de livraison. Pour ceux des téléspectateurs qui nous regardent en ce moment, vous êtes à Yaoundé, vous êtes à Garoua, en Gueule-Mandouka. Pas besoin de se déplacer. Il suffit tout simplement d'appeler le concept Salaka au numéro de téléphone qui s'affiche à l'instant au bas de l'écran et de passer votre commande. Vous serez livré dans les 24 heures qui suivent. Parce que Salaka, c'est la qualité, c'est le respect de la clientèle, c'est également les prix à la portée de tout un chacun. Donc, chers téléspectateurs, n'hésitez surtout pas. Appelez le concept Salaka, que ce soit pour la pommade contre les hémorroïdes, que ce soit pour la lotion des diabétiques, que ce soit pour le Von Bio Oméga 3, que ce soit pour le Von Bio Détox, pour se désintoxiquer l'organisme. Nos numéros de téléphone, vous les avez. Et pour ceux qui sont à Douala, le point de vente, c'est le magasin 1001 tapis en face du Palais d'Ika. Merci beaucoup. Merci infiniment, Constilamine, avec le Von Bio, d'ailleurs, concept Salaka. Bon Bengan, petit clin d'œil quand même à nos frères qui sont à Kondengi. Nous posions la question de savoir si, en ce qui concerne les droits des détenus, ces gars ou ces frères, ces sœurs également, pas seulement à Kondengi, dans tous les prisons du Cameroun, en temps de Covid-19 qui sévit, si l'État peut être gentil et revoir vraiment la situation de ces Camerounais qui s'y trouvent. Il ne s'agit pas de la magnanimité de quelqu'un, donc il ne s'agit pas d'être gentil. La seule chose qu'ils n'ont pas, c'est la liberté de monter discuter. Ils ont droit à l'alimentation, à la santé, à tous les autres. Mais on nous fait savoir donc, quand même qu'il y a des cas de Covid. Hein, justement, c'est pour ça qu'on doit éviter. Vous avez vu dernièrement, il y en a un, Yves-Michel Fotso. Il dit, je peux me soigner. On lui dit non. Comme tu es prisonnier, l'État s'en charge. Mais pourquoi l'État ne peut donc pas se charger des autres qui, eux, n'ont pas de moyens? Ils ont quand même 5 000 dans chaque justement, prison. Alors que la prison de Kondengi, centrale de Yaoundé Kondengi, doit contenir, je pense, 1500 personnes, mais sont là 5000. Ça veut dire qu'il y a 3000 et demi. Voilà, 3000. On parle de 7000. Bon, voilà. 7 000. Ça veut dire qu'on est à plus de 5000 en plus. 5000 en plus. C'est pas normal. Si on continue à les maintenir là-bas, ça veut dire que nous avons décidé de les assassiner. Et premièrement. Et deuxièmement, le virus, quand ils viendront, ils vont contaminer une large proportion de la population. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Ils doivent bénéficier d'une assistance, et surtout comme c'est le cas, d'une assistance médicale adéquate. Si vous voulez, comme on est submergé là, si on a un coup de fil à Cuba, les médecins cubains vont arriver ici. Ça doit être mal à cœur. Merci. Merci, Mbombo. Ou bien nos amis chinois. Apparemment, le chef de l'État camerounais est l'ami du président chinois. Ils se connaissent très bien de toutes les façons. On déjà rendu officiel le protocole? Non, pas encore. Est-ce que les Chinois l'ont fait? Est-ce qu'ils ont dit la vérité sur le nombre de morts? Ils l'ont pas fait. Non, ce n'est pas là. Le problème, ne tombe pas dans le schéma des Occidentaux là. D'abord, il n'y a plus de morts chez eux. Ou alors moins. Ils nous ont quand même donné les masques qu'on a pris. Ils ont donné le matériel, nous avons pris. Pourquoi nous ne pouvons pas, par un seul coup de fil du président de la République,
faire venir au moins 300 ou 500 médecins chinois. On voit quand même sa main. Ils ont des camps partout, ils prennent les prisonniers, ils les confinent dans leur camp. On essaie de on voit quand même la main du président de la République Mohamed. Il n'y a pas de souci. On voit sa main. Il peut donc, il appelle donc son homologue, le président chinois. On voit sa main de toutes les façons. Sa main où? Détaillez-nous, vraiment. Non, c'est pour reprendre justement l'expression de ceux qui pensent qu'on ne le voit pas, mais on voit sa main s'est baladée. Sa main. Oui, sa main. Sa main. La main du chef de l'État. Sa main. Oui, la droite ou la gauche. Les décrets. Allez, on va également faire un clin d'œil à nos frères qui sont à Nebel. Constille Amine, on va terminer avec vous. Bien entendu, bien sûr, en quelques minutes, juste rappeler à tous nos téléspectateurs que les correcteurs de posture sont encore et toujours disponibles et que le stock est bel et bien très très limité. C'est important de les avoir. Pour ceux qui ont des problèmes de douleur au niveau du dos, douleur au niveau des épaules, douleur au niveau du cou, la solution, chers téléspectateurs, c'est bel et bien les correcteurs de posture. Et comme j'aime très bien si le dire, Correcta de Posta, cette phrase qui fait la fierté de tous les téléspectateurs de cette émission, il faut déjà le rappeler, chers téléspectateurs, la communication commerciale a ceci. Il faudrait utiliser des mots qui vont faire plaisir aux téléspectateurs. Il faudrait amuser le téléspectateur à la maison. Il faudrait bien sûr émerveiller le téléspectateur avec des petites phrases, avec des petits mots. Et c'est ce que le concept Salaka de Constille Amine a bien sûr de particulier. Et bien sûr, parmi ces particularités-là, il y a ce mot qui fait la fierté de tous les téléspectateurs. Correcta di posta by Constille Amine. Oh là 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 là. Who can man not the one get the correcta di posta? Mec, il levait doigt. Assez only all man one get the correcta di posta. Donc vous l'avez au prix de 10 000 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Votre correcteur de posture d'origine américaine de marque Lifecore. Le correcteur de posture coûte la somme de 10 000 francs. Il a plusieurs avantages. Le correcteur de posture est une véritable jaquette médicale et ce correcteur de posture permet également de nous prévenir contre le mal de dos. N'attendez pas à avoir mal au dos pour chercher un correcteur de posture. C'est maintenant qu'il faudrait l'avoir pour ceux qui n'ont pas encore des problèmes de douleur au niveau du dos. Alors, rendez-vous au magasin 1001 tapis. Les modalités de livraison, je vous les rappelle, il suffit d'appeler le concept Salaka et de passer votre commande. Nous livrons dans tout le Cameroun et dans certains pays africains, quel que soit l'endroit où vous êtes. Appelez le concept Salaka et commandez un article au concept Salaka. Vous connaissez tous les produits que nous vendons. C'est le même numéro de téléphone, c'est le même point de vente. Le magasin 1001 tapis en face du Palais d'Ika. Surtout, rendez-vous demain pour la suite des ventes avec le concept Salaka. Merci Constille Amine. Merci également à vous. Merci Charles Amel Mbachou, Bonbon Bengan, Karine Sontia, Dominique Audrey Oyengeleg. Merci également à Nadine Guangfo qui ce matin était à la réalisation, Carlos Minu au son et Farel Bounia aux caméras. Ce fut un moment exceptionnel avec vous, madame, messieurs. Retrouvons-nous demain lorsqu'il sera 10h pour une autre édition de 10-12 au Zénith. D'ici là, portez-vous bien et restez en compagnie des programmes d'Equinox Télévision.